Les amis, bonjour et bienvenue sur React One, votre média citoyen. Je suis très très content de recevoir Marty Ducanda. C'est une personnalité que j'avais envie de vous proposer pour l'aventure des 10 000 abonnés sur React One. Et oui, enfin on les a passés. C'était dur, on a réussi à le faire et tout ça c'est grâce à vous, donc je vous propose cette interview. Et je vais vite fait résumer qui tu es, Marty, si ça ne te dérange pas, puis ensuite on attaquera cette petite interview. Donc, Marty Ducanda, tu es créateur de contenu politique sur TikTok, Facebook et Instagram. Tes vidéos touchent près de 300 000 personnes. Ton travail consiste à expliquer la politique de manière accessible, décrypter l'actualité et déconstruire des stratégies de manipulation de l'extrême droite. Ancien électeur du Rassemblement national, tu t'es d'abord laissé convaincre par le discours patriote et l'argumentaire anti-assistana. En analysant plus en profondeur les votes, les positions et le programme économique du Rassemblement national auquel tu t'es intéressé, tu opères une rupture politique, estimant ce projet contraire aux intérêts des salariés, des femmes et des classes populaires. Tu vas nous en parler. Engagé au-delà du commentaire, Marty, tu as également été candidat à des élections plusieurs fois. Dans un premier temps, sous ta propre bannière, en étant président et fondateur de ton propre parti, Alliance révolutionnaire, en octobre 2023, avec lequel tu es parti à l'assaut des législatives de 2024 en récoltant, s'il vous plaît, les amis, 0,4%. Félicitations et tu vas nous en parler. Tu t'arrêtes pas là, Marty, tu rejoins aussi l'équipe de Francis Lalanne et Dieudonné sous la bannière France Libre, catapulté directeur de campagne, s'il vous plaît, les copains, pour les européennes 2024. Pareil, tu vas nous en parler, ça m'intéresse beaucoup. Une expérience, je pense, qui a profondément façonné ta compréhension du rapport de force politique, des limites du discours populiste et des contraintes concrètes de l'action électorale. Aujourd'hui, proche des idées de la France insoumise, les gars, tu défends les valeurs de justice sociale, d'égalité, de solidarité à travers tes contenus. Ton objectif est d'aider le public à regarder derrière les slogans et à développer un esprit critique, pardon, excusez-moi, sur le débat politique contemporain. Marty, je suis très content de te recevoir ici. Ma première question, comment tu vas après toute cette aventure? Ça n'a pas dû être facile. Alors, déjà, c'est extrêmement fatigant et psychologiquement, c'est une expérience à faire, mais vous en sortez, jamais indemne, on va dire. Donc, par Bah, exemple, pour ceux qui s'intéressent réellement à la politique, le fait de faire des élections, vous prenez 10 ans d'expérience en 1 an d'élections, de préparation et cetera, que ce soit en termes d'administratif, mais aussi de pression et après, il y a la redescente derrière et puis, c'est quelque chose, quoi. quand tu parles de redescente, tu estimes que c'est une redescente positive, négative? En fait, ça dépend le résultat des élections. Moi, je l'ai vécu très négativement. Du fait que, par exemple, quand on passe, presque 6 7 mois, notamment avec, Francis Lalanne, Dieudonné à tourner un peu partout. Ensuite, vous enchaînez avec les législatives où pareil, vous êtes, partout et cetera. Il y a, 130 communes à mettre des affiches et cetera, à se retrouver dans son 40 carrés seul, boum, après 7 mois, plus rien, plus de contact avec personne, plus d'équipe derrière et cetera. C'est psychologiquement, c'est dur. Et les 0,4%, j'estime que ça, c'est plutôt quelque chose de favorable. Tu pars aux élections, tu pars avec zéro. J'ai envie de te dire, même 0,1%, c'est un bonus. Du coup, les 0,4, tu te dis quoi? Tu te dis, on a touché quelque chose, il y a quelque chose à faire. Ou alors tu te dis, en fait, on espérait plus. Et puis au final, on s'est trompé, quoi. En fait, le souci, c'est que quand on fait des élections, on veut les gagner. Donc, moi, à aucun moment, je me voyais, perdre, déjà. Donc l'ascenseur, émotionnel était assez fort, surtout que sur les réseaux, on m'attendait, hein. On disait: «Ah bah, il se lance avec son parti, on va se foutre de lui s'il se loupe» et cetera, donc ça a pas manqué. Mais au moins, je me suis dit: «Moi, au moins, je l'ai fait», contrairement à d'autres qui restent dans leur salon, et qui font pas grand-chose. Mais, au-delà de ça, ce qui, heu, ce qui a été, vraiment, dur, c'était, vraiment on a vraiment l'espoir de pouvoir y arriver, surtout qu'avec, les médias m'ont pas détruit. Vraiment, j'avais vraiment un bon soutien, médiatique, dans ma circo à ce moment-là. Donc, c'est juste que, on est 15 jours d'élection, c'était les 2024, donc forcément il y avait que 15 jours pour se faire connaître. Et en plus de ça, eux, ils avaient des équipes complètes. Donc pendant que eux ils étaient sur le terrain, moi, je collais mes affiches dans toutes les communes. Donc, j'avais presque 1 heure et demie de route entre chaque village, d'un point A à un point E, on va dire. Donc le temps que moi je fasse la route, eux, ils avaient déjà des il y avait même des villes où les maires collaient eux-mêmes les affiches d'autres candidats. Donc, c'était, un avantage pour eux, quoi. Et en termes de signature, ça a été, au calme? Quand je dis au calme, ça veut dire, vous avez tout de suite eu vos signatures? Comment ça se passe? Alors non, toi, tu me parles là des législatives ou tu me parles des européennes là? Là, c'était les législatives, là.
Donc les législatives, C'est ça. j'imagine qu'il faut une liste complète de, de personnes derrière. Combien de temps tu as mis entre la création de ton parti et j'ai envie de dire le démarrage de l'aventure? Parce que Mmh. j'imagine que ça a été sport entre la création 2023, si je dis pas de bêtises, et la Octobre, ouais. campagne en 2024, 1 an de prépa, tu es tête de liste. Comment ça s'est passé cette aventure-là? Est-ce que pour toi, c'était tu t'es dit: «Allez, j'ai rien à perdre, je fonce et puis, je regarde pas vraiment les candidats avec qui je pars», ou alors au contraire, tu t'es très, très bien organisé? Tu vois pourquoi je te pose cette Mmh. question-là? Parce qu'on a, tu vois, des partis politiques qui: «Bon allez, il nous faut des candidats», on prend un peu tout le monde, tu vois? N'importe qui, on se retrouve avec des cassos, tu vois, si je peux dire, de candidats, RN ou autres qu'on a pu voir à travers des médias, tu vois? Toi, ça s'est passé comment? Exactement comme tu l'as dit. Au début, on se dit: «On va se lancer». Donc, on crée le parti, on se met sur TikTok, on se dit: «On va créer le parti ensemble». L'objectif, c'est de prendre des personnes de tous les partis politiques. On se met autour d'une table et on fait un programme commun. Donc, et encore, c'était pas réellement un programme, c'était des propositions. Là où est toute la nuance, parce qu'on était un parti, dans le but de redonner le pouvoir au peuple. Donc la différence, c'est qu'on a des propositions et les gens votent, option A, option B. Voilà. Donc on avait, des alternatives à chaque fois. Et en fait, on s'est retrouvé, par exemple, avec d'anciens responsables de Reconquête, on s'est retrouvé avec, des anarchistes, avec, bon, en interne, vous vous doutez bien que c'était pas les meilleurs amis du monde, mais du coup, on est parti un petit peu avec, qui on pouvait, heu et heu et en fin de compte, après on s'est fait contacter par la dissidence, donc c'est une personne qui m'a contacté pour assister à leur réunion. Et il y avait, plus de 80, mouvements citoyens qui préparaient une liste pour les européennes. Et à ce moment-là, bah, on s'est retrouvé avec tellement de monde qu'on a même fait 3 listes pour les européennes. D'accord. Alors, là, tu viens de citer la dissidence. Tu expliques un petit peu ce que c'est la dissidence pour les gens qui nous Ouais. écoutent, pour qu'ils comprennent bien? Alors, la dissidence, ce sont des mouvements citoyens, ce ne sont pas des partis politiques qui se regroupent ensemble, ce sont souvent des groupes, locaux qui se battent pour redonner le pouvoir au peuple. Donc il y en a une centaine en France, il y en a plus d'une centaine largement. Et ce sont des personnes qui ont leurs propres associations. Donc ça peut être pas forcément des associations politiques, mais des associations notamment, pour soutenir l'agriculture et autres, et qui décident d'utiliser cette association pour faire des élections. Voilà. D'accord. Alors, on va, maintenant entrer dans le vif du sujet. Tu étais électeur du Rassemblement national, avant de Mmh. passer chez LFI. On va aller sur ce volet-là. Déjà, la première question qui, je pense, va intéresser tout le monde, c'est pourquoi tu es passé du RN à la France insoumise et qu'est-ce que tu en as vu du Rassemblement national de l'intérieur? Alors, je parle bien au niveau des électeurs, des, conversations entre les électeurs, des cadres, enfin bref, tu vois? Nous qui sommes de gauche, assumés, la néo-gauche, hein, maintenant on se connaît un petit peu et tu sais quel est le truc. On connaît pas le cœur de comment que ça se passe à l'extrême droite et j'insiste pour dire extrême droite, assumée. On t'écoute et essaie de nous dire comment que ça s'est passé pour toi et quelle a été cette rupture? Alors déjà, j'ai grandi dans un milieu, en zone rurale et militaire. J'habite dans un des plus grands camps militaires. Mes parents étaient militaires, donc le patriotisme, les valeurs du drapeau, se sacrifier pour la nation, enfin vraiment j'ai grandi avec ces notions-là. Donc toute ma famille est pro, enfin parce qu'il y a eu de l'évolution, mais fut pro RN pendant, plusieurs années. Et du coup, j'ai juste suivi le moule. Et puis moi, vu que j'étais quelqu'un qui m'intéressait, mais pas du tout à la politique au début, je faisais le vote familial. En 2017, j'ai voté pour ça. En 2022, moi, mon objectif, c'était, d'avoir mon entreprise de développement personnel. Je m'en fichais de la politique, donc je votais, comme j'avais voté les autres années, sans réellement faire attention au programme. Bon, ils sont gentils, ils ont un drapeau français, ils sont fiers d'être français. Moi, c'est ce qu'on m'a inculpé, j'ai voté comme ça. Voilà. Et du coup, tu as vécu au cœur de ce qu'était, le Rassemblement national avec les électeurs, avec, le programme et tout ça. Est-ce que du coup, tu peux avérer ou non d'ailleurs, est-ce qu'ils votent pour le programme ou est-ce qu'ils ne votent pas pour le programme? Est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Tu vois un peu le délire, quoi? Alors pour ce qui est du Rassemblement national et des électeurs, en fait, ils font ce qu'on appelle de la politique de surface au Rassemblement national. C'est-à-dire qu'ils vont jamais au fond des choses. Ils expriment on va dire, des énormités dans le but de diviser. Et plus, en fait, ils font ce qu'on appelle appuyer sur la peur. Parce que quand on appuie sur la peur, les électeurs ne réfléchissent plus. Par exemple, les musulmans sont problématiques, ils sont un danger pour la France, ils veulent nous grand remplacer, et cetera. Ce type de terme, en fait, ça crée la peur chez les personnes qui les écoutent et du coup,
boum, ça fait titiller le côté il faut que je protège ma nation, etc. Vive le drapeau français, il est hors de question qu'on remplace mes crèches, etc. Et du coup, ils surfent uniquement là-dessus. C'est pour ça qu'aucun électeur du Rassemblement national, en tout cas, qui sont venus sur mes nombreuses émissions en live, ne m'ont jamais cité une ligne du programme. Aucune. Oui, effectivement. C'est pour ça aussi que je voulais revenir sur le fait que maintenant tu fais de la politique sur Insta, sur TikTok, et tu es devenu un peu comme nous, un espèce de média relais, si tu veux, politique en fait, en tout cas sur les sujets politiques. Et toi, tu reçois sur ta chaîne, d'ailleurs, on en fera la promotion après, hein. Et nous, on y est aussi de temps en temps, des mecs de droite, des mecs de gauche, des mecs d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Et effectivement, d'être confronté à quelqu'un comme toi qui a un gros drapeau derrière à chaque fois et qui explique que tu étais du RN avant, bah, j'ai envie de dire, ça les ennuie un peu. Parce que eux, ils ont l'habitude de venir taper du gauchiste, hein, comme ils disent et tout ça. Là, ils se retrouvent face à un mec, tu vois, qui était de leur camp avant. Donc, du coup, quand toi, tu commences à leur parler programmatique, je pense qu'ils bégayent, j'imagine en tout cas. Et puis, en plus, tu as aussi dans ton équipe des droitards et tout ça et tout, et c'est très intéressant. On en parlera un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à sortir du cadre des partis? Donc là, avec France Libre, avec la LAN Dieudo, pareil, on va y revenir. Et ton propre parti à plutôt aller sur le terrain du numérique via les lives et via les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que cette guerre du numérique est plus importante que celle d'un parti politique classique? Oui, alors tu pointes une question qui est très juste. Je pense que, d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait quitter donc, le parti politique, c'est que face à la montée donc, de l'extrême droite en France, c'est du danger qu'elle apporte derrière, et je le dis, c'est un danger. Euh, Moi, je ne suis pas là pour dire oui, je suis votre sauveur, soutenez mon parti, etc. Le combat, c'est nous, tous, ensemble. Il y a des personnes qui sont déjà en place, qui ont déjà commencé le travail, et je pense que mon expérience, qui est un peu différente, peut apporter justement et donner des armes, notamment à la France insoumise, peut-être une vision différente en termes de marketing, plus que sur le fond, euh, qui pourrait changer la donne. Justement, toucher ces électeurs qui, comme moi, avaient des préjugés. Parce qu'en fait, ce qui fait voter contre la France insoumise, c'est pas le programme, parce que les gens ne le lisent pas. Ils disent, oh, je m'en fous, c'est des gauchos, je regarde pas leur programme. Alors que s'ils avaient peut-être un côté patriote assumé, enfin patriotisme, parce que patriotisme, c'est un sentiment. C'est pas comme le nationalisme qui est une idéologie politique. Si, comme par exemple pour ceux qui font des meetings de Jean-Luc Mélenchon, c'est blindé de drapeaux français. Il y a des drapeaux français partout. Et le problème, c'est qu'à la télé, ils vont nous dire ils n'aiment pas le drapeau français, ils n'aiment pas si. C'est énormément de clichés. Et le problème, c'est qu'il faut casser ces clichés. Il faut appuyer là-dessus. Je pense, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le côté patriotique des choses, que la commission de Mélenchon, là, qui est passée, alors à l'heure où on enregistre, il y a une semaine peut-être maintenant, il nous a fait une belle leçon de patriotisme, une belle leçon de laïcité, et je pense que ça a calmé beaucoup de monde, parce que j'ai même entendu des gens, enfin, tout le monde, hein, même toi, on a entendu des chaînes qui n'étaient pas du tout LFI, hein, comme CNews et tout ça, commencer à être embêtés sur le discours de Mélenchon parce qu'il leur a donné une grosse leçon. Et je pointe aussi, et je reviens sur le fait que tu dises qu'il n'y a pas de drapeau français et tout ça dans les manifs et tout ça. Ça, c'est intéressant, cette chose-là, en tout cas ce sujet-là. Je voulais voir avec toi si, parce que c'est facile de dire ils sont anti-France, mais est-ce que réellement le Rassemblement national, lui, est pro-France? Parce que ces gens-là sont prolétaires. Donc, à partir du moment où ils se disent patriotes, ils se disent, bon, tout ce que tu veux qu'ils se disent, d'ailleurs, je te poserai la question, sont-ils vraiment racistes, hein? Est-ce qu'ils ne considèrent pas que le Rassemblement national, lui, comme toi, peut-être tu t'en as aperçu, alors j'allais pas dire être anti-France au point de ne pas l'aimer, mais plutôt d'être anti-peuple de France. Et tu vois, c'est une super question, parce que en fait, je pense que c'est même plus profond que ça. Eux, ils sont focalisés sur le drapeau français, par exemple. Mais ce qui compte, c'est pas le drapeau français, c'est celui qui le porte. Et ça, ils l'oublient. Les Français, ce sont les gens qui se sont battus pour ce drapeau. C'est pas le drapeau en lui-même, parce qu'il a fait des choses horribles, hein. C'est un drapeau colon, c'est un drapeau qui a une histoire derrière. C'est pour ça que je donne de l'importance à la personne qui porte le drapeau. Et le problème, c'est que les gens de droite, ou même d'extrême droite, enfin surtout extrême droite, donc là, le Rassemblement national, eux, ils se battent non pas pour des valeurs françaises, enfin, ils se battent pour le visuel et non pas pour la matière. L'histoire de France, ce qui fait la richesse de la France, c'est ses combats
sociales et humanistes. Par exemple, il y a eu Ambroise Croizat qui a permis les retraites. On a eu les combats aussi pour les congés payés, les 35 heures, etc. C'est ça les valeurs françaises. La sécurité sociale, c'est le fleuron des combats de prolétaires, justement. Et c'est ça la richesse. Et pour ça, on doit être patriotes tous, mais pour les bonnes raisons. Et le problème, c'est qu'au Rassemblement national, ils ne savent même pas pourquoi ils sont patriotes. Parce qu'ils sont là et qu'ils doivent défendre cet endroit-là. C'est qu'ils se pensent patriotes, mais en fait, ils n'en connaissent même peut-être même pas la définition. C'est peut-être aussi ça le problème. C'est ça. Du coup, ça m'amène à une question assez, compliquée et j'essaye de suivre ce que je vais te demander, mais est-ce que le peuple de France est assez conscientisé en termes de niveau, de patriotisme et des valeurs de la France, à savoir liberté, égalité, fraternité? Heu, Doit-on donner les clés au Rassemblement national qui se sert de ce faux patriotisme avec un peuple qui n'est pas conscientisé de son propre asservissement? Je ne pense pas que ça soit une bonne idée parce que, au vu de leur position, par exemple, ça me fait rebondir sur autre chose. On voit beaucoup, on reproche énormément à la gauche d'avoir fait élire Emmanuel Macron, par exemple. Que voilà, on est des traîtres à la nation, etc. Enfin, c'est aussi dans les leviers du fascisme, hein, les bons citoyens français et les mauvais, hein. C'est faire la distinction entre le peuple. Ils le font d'ailleurs aussi avec l'immigration, le bon immigré, le mauvais immigré. Enfin, et en fait, le souci, c'est qu'avec ça, c'est que, pardon, c'est que en faisant la différenciation, c'est que déjà ça pose problème. Déjà en termes moral. Et en fait, quand ils font ils pointent ça en disant donc Emmanuel Macron, vous avez voté pour lui, etc. Sauf que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'au Rassemblement national, c'est qu'ils ont voté 4, rien que là cette année, sur 12 textes, ils en ont voté 10 en accord avec la Macronie. C'est juste que la gauche, entre Macron et le RN, bah, on va voter pour le parti le moins raciste des deux pour le coup. Parce qu'il y en a un, il a vraiment des propos racistes, islamophobes et même antisémites, qu'ils le veuillent ou non, hein. Ils se disent défenseurs de la communauté juive, mais c'est chez eux qu'il y a les condamnés pour antisémitisme. Et en fait, le souci, c'est que bah, ils votent la même chose en plus raciste et en moins dans l'acceptation de l'autre. Et je ne pense pas que vaut mieux un autre, franchement, je le dis cash, vaut mieux une autre Macronie pendant encore 5 ans plutôt que le RN qui passe au pouvoir. Bah, ce sera, quand tu vois un peu, donc tu l'as rappelé avec les votes sur les lois, macronistes et tout ça via le Rassemblement national. Heu, je comprends pas comment ils n'arrivent pas à percuter quand tu leur mets les votes sous le nez en disant: «Bah, voilà, ils ont voté par exemple, alors de tête, contre le SMIC à 1 500, contre l'indexation des salaires du privé sur l'inflation, contre forcer, le gouvernement à démissionner déjà en 2022, hein, déjà en 2022, plus là les motions de censure et tout ça». Est-ce que tu penses que c'est du déni total de la part des électeurs? Est-ce que tu penses qu'ils en ont rien à foutre dans le sens où, je reviens à ma question première, sont-ils seulement racistes? Parce que si tu veux, je vais aller un peu plus loin. Je comprends si tu veux les CSP+, donc classe catégorie supérieure, qui votent pour le Rassemblement national parce qu'eux, ils ont tout intérêt à ce qu'il passe et tout ça pour défendre leurs intérêts financiers. Mais le prolétaire, celui de bas de la chaîne, l'ouvrier, pardon, l'ouvrier, le mec qui est, je sais pas, qui est au RSA, qui est à Pôle emploi et cetera, le prolétaire de base. Comment comment expliquer que en lui mettant les votes sous les yeux, en ayant l'accessibilité à tout, ce qu'on dénonce toi ou moi, est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est simplement par pur racisme? Je ne pense pas que le vote Rassemblement national soit un vote raciste. En revanche, le Rassemblement national l'est. Pour moi, les électeurs ne le sont pas. En fait, il y a cette manipulation qui est extrêmement bien faite. Ils ont bien fait leur com. En fait, ils sont extrêmement bons en marketing. Ils vont te faire avaler des excréments et avec un peu de chantilly et puis voilà. En fait, ils basent leur marketing sur la peur et la division, déjà. En plus de ça, sur le beau sourire, le costard, on parle bien, regardez, hop, joli sourire, on fait un petit livre, viens, je te dédicace, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que on voit pas le danger. Parce que le danger, tu vois, c'est un peu comme le loup déguisé en mouton. Tu le vois pas arriver. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est qu'ils ont poli leur image. Ils ont fait, là où nous, historiquement, on connaît les mouvements, par exemple, de
dans les années ou de Hitler en Allemagne nazie, qui tapait du poing sur la table, qui criait fort, voilà, qui avait qui s'imposait, voilà, qui criait, alors que eux, ils font tout en douceur, un petit sourire. Ils ont limite fait une inversion du marketing parce que justement l'histoire nous a appris de manière inconsciente que ceux qui crient sont forcément les méchants, ce qui n'est pas forcément vrai. Faut regarder les actes plus que les paroles, moi je le dis. Et je pense que sur le côté marketing, c'est là où ils sont très bons. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait, des toi, tu estimais qu'ils étaient pas, racistes. Nous, par expérience à React One, on se fait défoncer, de ouf, et on a vraiment des gens qui sont électeurs RN, voire même, Reconquête. On reçoit des messages, enfin, très honnêtement, ils sont racistes. Ceux qu'on reçoit nous, hein, c'est des trucs racistes, hein, tu vois? Moi, ils sale arabe, sale bougnoule, machin, ils ont pas compris que j'étais français, tu vois? Ils arrivent, tu sais, les mecs, ils sont un racisme tellement décomplexé ils arrivent même pas à reconnaître l'un des «leurs» entre parenthèses, tu vois? Donc faut pas le nier, tu vois? Tu dis qu'il y en a pas, mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup et qu'au-delà comment dire? Du côté programmatique, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Au départ, ce qui t'a séduit, c'est le côté patriotique et assistanat. Mmh. Est-ce que tu penses pas que aussi certains d'entre eux ne voient que ça, en fait, tu vois? Et ne voient pas d'autres choses à l'intérieur du Rassemblement national? Parce que toi qui les as côtoyés, qui les as connus, parce que j'imagine que tu étais aussi dans des sphères, de discussion, dans des fils, alors soit sur TikTok, Ju soit sur Telegram et Juste dans ma cetera. famille, hein, déjà. Ouais, bah, déjà juste dans Ouais. ta famille. Est-ce qu'il y a, ce sentiment de se dire, «Ouais, enfin, l'ennemi, c'est pas vraiment Bernard Arnault», enfin, je vulgarise, mais l'ennemi, c'est pas vraiment Bernard Arnault, mais c'est, le Gadjo qui est au RSA, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, sur leur marketing, ils sont très forts parce qu'ils arrivent à faire ce qu'on appelle la guerre des pauvres contre les très pauvres. C'est de faire croire que ceux qui n'ont rien sont en train de voler à ceux qui ont, presque quasiment rien. Et en fait, c'est extrêmement dangereux parce que quand je vois les discours notamment qu'il y a aussi dans ma famille, tu vois? C'est le combat de l'assistanat comme je t'expliquais. C'est pas tant, le fait que, ça soit des personnes issues de l'étranger, c'est ils viennent et ils prennent, toutes les aides que les Français pourraient avoir, par exemple, tu vois? Donc c'est vraiment le côté, assistanat de se dire, «Oui, bon, bah, voilà, ils ont rien, on est obligé de tout leur donner, alors que nous, nos hôpitaux, ils sont même pas capables d'être mis en place» et cetera. Et plutôt que de s'intéresser à réellement où va l'argent, parce qu'ils s'y intéressent pas, parce qu'eux, ils sont persuadés que quelqu'un issu de l'immigration, il arrive, il a toutes les aides, hein. C'est faux, alors qu'il y a tout un processus et cetera. C'est super long et puis en plus 40 des gens issus de l'immigration, c'est des étudiants qui viennent étudier en France. Enfin, ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Donc et en fait, le problème, c'est que on a des médias comme sur CNews qui font tourner ça en boucle, en boucle, en boucle. Quand on voit qu'ils sont capables de citer plus de 30 000 fois en moins d'un an le mot musulman et 60 000 fois le mot immigration en un an, on, on voit très bien vers quoi ils sont orientés. C'est vraiment problématique. Je fais une rétrospective et je te ramène à ton parti Alliance révolutionnaire que tu as créé. J'aimerais qu'on en parle 2 minutes et aussi, Mhm. France Libre avec Dieudonné et Francis Lalanne, et si tu veux nous en dire des petites choses de ça aussi, l'expérience que tu as eue avec ces gens-là, l'expérience que tu as eue toi-même avec, les gens qui, parce que tu me dis depuis tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de partis, Reconquête, des mecs de chez Reconquête, comment tu as réussi à te, parce que j'ai bien aimé au début ce que tu as dit: «Ouais, ça a été compliqué de rassembler tout le monde et tout et puis que tout le monde s'entende et tout ça». Parce que j'imagine qu'entre Reconquête et un mec de gauche, ça a dû être lunaire, tu vois? Co Comment toi tu as vécu le truc? Alors c'est toi qui choisis si on commence par Alliance révolutionnaire, ton propre parti, ou par, Dieudo et Lalanne, et ton expérience là-dedans. On va commencer par chronologiquement. Donc, il y a l'ouverture de mon parti qui était en octobre 2023. Déjà, c'est parti sur on va dire un délire où je commençais à faire de la politique. C'était après la réforme des retraites sur les réseaux. Et je commençais réellement à m'intéresser. Je faisais du droit constitutionnel. J'étudiais beaucoup parce que j'étais au chômage, j'avais que ça à faire. Et, euh, et en fait, je me suis pris dedans. J'ai commencé à faire des vidéos et tout dessus. J'ai pris du plaisir. J'ai appelé mon meilleur ami un soir, qui lui était plutôt soutien RN. Et je lui dis, bah viens, on se lance en politique. Il m'a dit, vas-y, chaud. J'ai d'autres personnes qui me suivaient avant parce que je faisais du développement perso avant de faire de la politique, qui m'ont rejoint, que j'ai formé à faire des vidéos, des montages, etc. D'ailleurs, une partie d'entre eux a rejoint le Rassemblement national officiellement, hein. D'autres ont arrêté la politique.
Et donc, on était un petit groupe, on était 5 au début. On a créé un Discord, on avait créé le site internet, on avait créé, on a commencé un programme. Ensuite, on s'est lancé sur TikTok tous ensemble et on s'est dit, bon, bah, venez, je fais une vidéo qui cartonne, la première où je dis au gouvernement, retenez bien ce visage, parce que je viens pour foutre la merde, je vais redonner le pouvoir au peuple. La vidéo, elle cartonne, etc. On a plein de gens qui nous rejoignent, on se lance, et ensuite, on crée, donc, il y a plein de monde qui nous rejoint, comme je l'ai expliqué. Il y avait un ancien candidat de chez Reconquête, qui était de Savoie, il me semble. Et enfin, lui, il était ingérable, par exemple. Il était vraiment pas adapté parce que lui, c'était à balancer des blagues racistes comme ça au milieu du groupe. Donc, ouais, ouais, c'était alors qu'on avait des personnes qui sont racisées ou qui ont des origines dans à l'Alliance révolutionnaire. Donc, ça passait très, très mal. Il y avait une personne qui était au PCF, anciennement PCF, qui nous avait rejoint également, qui est partie parce qu'elle le supportait plus. Elle est partie parce que ça matchait pas, quoi. Et après, donc on a été contacté par la dissidence, et cetera. On essayait de passer vraiment le cadre. On n'a pas d'étiquette, à proprement parler. On est anti-clivage. On n'est ni de gauche ni de droite, parce qu'on part du principe que redonner le pouvoir au peuple, c'est le peuple n'a pas d'étiquette politique. Donc forcément, le peuple est aussi bien de gauche que de droite, et que l'objectif, c'est de prendre les propositions du peuple, les adapter avec des experts et pouvoir voir si c'est possible de les mettre en place. Voilà. Donc ensuite, je fais le pont avec Francis Lalanne et Dieudonné, du coup. Ensuite, on a été contacté donc, par la dissidence pour participer aux réunions. Donc, il y avait plus de 80 mouvements à ce moment-là qui discutaient pour faire une liste commune. Et en fait, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est qu'ils ne se battaient pas. On a passé 4 semaines de réunion, mais vraiment à 4-5 heures presque tous les jours pendant 2-3 semaines. C'était en février, où c'était un enfer, où ils parlaient de oui, j'ai plus d'expérience que toi, oui, mais moi, j'ai plus de vécu que toi, oui, mais moi, je gère mieux ce domaine-là, pour savoir l'ordre des listes, l'ego, de savoir si on a une chance d'être élu, je vais être en haut. Et il y avait monsieur Lalanne dedans. Il y avait, monsieur Dieudonné n'était pas là. Mais ils se représentaient tous les deux, ils se mettaient ensemble. Et en fait, moi, le seul moment où j'ai pris la parole, c'était pour pousser une gueulante, on va dire. C'était pour dire, mais comment voulez-vous rassembler tous les Français derrière vous si vous êtes déjà même pas capable de vous rassembler? Et j'ai quitté la salle et je suis parti. J'ai Francis donc, qui m'avait appelé pour me dire, bah viens, nous on fait notre liste, je te mets juste après Dieudonné sur la liste. Vu que c'est un homme, une femme, un homme, une femme, bah du coup je me suis retrouvé cinquième. J'étais juste après Dieudo. Et du coup, une fois que j'ai dit: «Bon, bah, allez, hein, de toute façon», moi, j'ai tout fait voter démocratiquement dans mon parti. Je ne prenais pas de décision. Moi, j'ai dit: On nous a fait telle proposition, on prend pas? Ou est-ce qu'on tente de faire une liste nous-mêmes?» Mon équipe a dit: «On est 15, il faut 81 personnes, à ce moment-là, c'est pas possible». Donc on a accepté. Pas forcément parce qu'on aimait plus que ça les personnages, hein, mais parce qu'on avait une opportunité de faire des élections et de promouvoir justement la sortie de l'Union européenne, parce qu'à la base, nous, on proposait la sortie de l'Union européenne et le pouvoir au peuple. Et du coup, c'était une bonne alternative. Donc, on a fait les élections. Bon, déjà, sachez que le système électoral français, c'est vraiment une arnaque. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous créez une liste et que vous voulez vous présenter, vous ne pouvez pas faire campagne avant que la liste soit déposée. Exception, les grandes étiquettes politiques. Parce que nous, on avait interdiction de faire campagne. On déposait la liste le 7 mai et on avait interdiction de faire campagne avant. Le 5 mai, c'était le jour de mon anniversaire en plus, le 5 mai, il y avait déjà les grosses têtes de liste RN, LFI, etc., qui étaient déjà sur un plateau télé pour débattre entre eux. Donc, c'est que les règles, elles s'appliquent, mais pas à tout le monde. Donc, quand vous avez une grosse liste, vous avez un peu plus d'avantages. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et, euh, et ensuite, bah, à 2 semaines donc, des élections, il fallait que je trouve le budget d'1 200 000 euros. Parce que le directeur de campagne était parti. Francis Lalanne, il m'appelle à 16 heures en plein après-midi. Bon, bah, tu passes directeur de campagne. Ça faisait 6 mois que je faisais de la politique, hein. Donc, du coup, il me donne des numéros de chefs d'entreprise, etc. Je ne saurais même plus les noms. Et pour essayer de voir s'ils pouvaient nous aider financièrement. Donc, il me semble qu'il y en a plusieurs qui ont été, quand ils étaient plutôt d'accord, je l'ai rebasculé à Francis et c'est lui qui gérait derrière. Donc, on n'a pas eu la somme qu'on cherchait. Donc, du coup, on a fait imprimer, les gens devaient imprimer eux-mêmes leur bulletin de vote.
Ensuite, bah, ça a été dur, hein. Ça a été très dur parce que, la communication, entre en fait, on il y avait plus des gens de l'UPR qui nous tapaient dans les pattes parce qu'on était Frexit aussi, mais qu'eux, ils voulaient le monopole du Frexit et cetera. Sauf que, bah, petite avant-première, sachez qu'on avait, contacté, une fois que la liste France Libre était faite, Philippot et l'UPR pour faire une liste commune. Quitte Ouais, c'est ça que j'allais te poser comme à question. C'est exactement ça. J'allais te demander, est-ce que du coup, vu que vous étiez pour une sortie européenne, est-ce qu'il y avait du Filippo et du Asselineau qui a sauté sur le truc, quoi? Donc vas-y, bah du coup, je et te. alors et du coup, bah, Philippot, ami de Francis Lalanne, parce ils étaient potes pendant les Gilets jaunes, lui a laissé un vu par message. Et lui a laissé un message en disant bah écoute, Philippot, viens, on fait un truc ensemble, etc. On a déjà une liste quasiment faite, viens, on se met ensemble et puis basta. Pareil avec l'UPR. L'UPR a répondu c'est derrière Asselineau et vous prenez l'étiquette UPR pour nous soutenir, sinon rien. Donc l'UPR, c'est vraiment le culte de la personne, hein. C'est vraiment derrière Asselineau et personne d'autre, hein. Donc il y avait ça. Nous, en soi, que Asselineau soit tête de liste, nous, ça ne nous dérangeait pas, hein. Mais on voulait au moins qu'il y ait les gens de notre liste avec eux. Eux, ils étaient en mode non, vous nous soutenez de notre liste et vous faites rien, quoi, point. Euh, et Philippot, bah, il a fait la disparition. Et tu sais, c'est marrant quand tu me dis ça sur Filippo, parce que quand tu me dis il a laissé un vu, alors quand tu dis vu, c'est Lalanne qui a envoyé un message à Filippo, et sur WhatsApp ou autre, je ne sais pas d'ailleurs. Et le vu, c'est qu'il a vu le message, mais il n'a pas répondu, c'est ça. Il a juste laissé un vu. Et tu sais que nous, ça nous est arrivé aussi. Dans les premiers temps de Réactoire, on a voulu interviewer Filippo. Il nous a fait la même. Même pire que ça, il nous a fait une dinguerie parce que on a été sur ces. Comment dire, sur. Et d'ailleurs, il y a une vidéo avec toutes les preuves sur React One, je te l'enverrai. On a été sur sa page YouTube et on lui a demandé, bah voilà, on aimerait entrer en contact et tout, et en savoir un petit peu plus sur le Frexit et tout, comment vous voyez les choses. Parce que tu sais, on avait vu UPR avec Asselineau qui avait fait sa vidéo, tu sais, la sortie de l'Europe, c'est 3 heures là, le jour d'après et tout ça. Et on se posait la question, on s'est dit, bah tiens, Philippot qui est aussi pour une sortie du Frexit, est-ce qu'il n'a pas fait la même chose et tout. Donc on lui a posé la question et en public sous sa chaîne YouTube. Et il nous a dit bah, allez lire mes livres et tout ça, vous aurez la réponse. Je lui ai dit non, on va pas acheter tes livres pour avoir une réponse. Fais comme Asselineau, pose ta vidéo et explique-nous le délire et tout. Pareil, il nous a bloqué et tout ça. J'avais aussi des internes, des messages internes avec lui, avec son équipe et tout. Il nous a jamais répondu et tout. Et c'est pour ça que nous, Philippot, on se méfie beaucoup. Et du coup, bah, ça veut dire que tu confirmes également que via ta propre histoire et via celle que tu es en train de raconter, que bah, on n'a pas menti sur le cas Philippot. Donc, merci de valider ça. Et c'était pas préparé, hein. J'avoue, hein, on s'est pas vu avant, c'était pas Non, préparé. pas Et pour c'est ça, non. donc UPR, ouais, Tu donc veux du une coup anecdote drôle approché. sur Philippot ou pas? Tu Je veux une t'en prie, anecdote vas-y. drôle avec Philippot? Je l'ai chopé à Genève parce qu'on faisait une manifestation. Donc, c'était contre c'était l'OMS. C'était contre l'OMS à Genève. Et j'ai la vidéo de moi qui chope Philippot au milieu de la foule pour lui dire pourquoi t'as pas répondu au message de Francis Lalanne. Et qui m'a dit mais quel message? Je vois pas de quoi vous parlez. Mais n'importe quoi. Voyons. Et j'ai la vidéo où il est. Et pourtant, j'ai en plus le screen de Francis Lalanne qui me dit bah si, il y a le vu là, tu le vois pas? Il s'était Ouais, chaud. décomposé. Vous voyez, il me parlait, il me parlait, mais il regardait à côté, il me regardait même pas dans les yeux. Enfin, c'était une catastrophe. Faire une photo. Une photo. D'accord, ok. Je veux savoir pourquoi vous avez pas répondu à ça. Vous avez appelé du bien. Ah, j'ai pas vu tout ça parce que les listes étaient déjà déposées, je crois. C'était il y a 15 jours. Mais il est pour le Brexit maintenant, parce qu'en 2009, il n'était pas pour. Donc j'ai demandé. Regardez, on fait une photo là. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas mal, qu'il y ait aussi plusieurs visages regardent le Brexit. Je suis pas d'accord là-dessus. Et puis je suis d'accord aussi là. Et je suis même pour dire que les souverainistes, on n'est pas comme les autres. Si vous, c'est pas ça contre nous. Voilà. Ouais, alors désolé s'il y a des pro-Philippot qui regardent cette émission, mais bon, nous, on dit la vérité hein, aux médias citoyens et on n'est pas là pour mentir aux gens, quoi. Et alors du coup, tu me disais que lui, Asselineau, c'était sous l'étiquette, vous deviez aller sous l'étiquette UPR, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc je suppose que bah, ça s'est pas fait. Non, non. Et du coup, pour quelles raisons, à part cette étiquette, est-ce qu'il validait
Alors, je sais pas, est-ce qu'il validait les propositions? Est-ce qu'il validait les têtes de liste? Est-ce qu'il validait tout ça? Ou alors vraiment, parce que tu dis c'est le culte de la personnalité, c'est quoi? C'est lui qui a pris la décision tout seul ou il y a eu des réunions Je internes pense que pour c'est dire: son «Bah, équipe. attendez». On pouvait même pas échanger avec lui, hein, parce qu'il a vraiment un cadre rapproché. C'est plus facile de parler avec Florian Philippot qu'avec Asselineau, même si Philippot nous lâche des vues. Mais au moins, lui, on peut potentiellement avoir un dialogue. Asselineau, c'est hors de question, il est protégé, c'est ses équipes qu'on connaît même pas. D'ailleurs, je sais même pas si les membres de l'UPR sont capables de me sortir qui pourrait remplacer Asselineau, parce que c'est vraiment... Et ça fait peur parce que dans les pires années de notre époque, c'était le culte de la personne qui a mis le pays à mal. Donc, moi, je suis pour défendre des idées, mais pas pour défendre un individu. Et le souci, bah, c'est que c'était ouais, derrière lui et personne d'autre. Et il fallait avoir l'étiquette UPR. Et à la rigueur, si on était sage, on avait peut-être une place à la fin de la liste, tu vois. Donc, c'était vraiment pour nous tirer dessus et nous dire non, bah, c'est nous les boss et voilà. Et aucun intérêt. Aucun intérêt. Le but, c'était d'échanger. C'est dommage. Tu nous rappelles les scores, du coup, pour les européennes avec Lalanne et Ludo? J'ai fait le même score que pour les législatives. On a fait 0,4%. Et je sais que on était d'ailleurs même pas loin de l'UPR qui était un 1, je sais plus combien. Donc du coup, j'ai bien les charrier sur Internet quand ils viennent sur mon live. Je leur dis, bah écoutez, moi avec mon parti qui avait moins de 6 mois d'existence, j'ai quasiment fait le même score que vous. Donc j'aime Ouais. bien les titiller là-dessus, ça les énerve. Justement, je vais te poser une question, concernant ça, parce que j'entends les électeurs UPR. Alors, moi, je suis pas contre l'UPR et tout, nous, on s'en fiche un peu des partis, on tape pas trop sur les gens, bon, sauf sur le Rassemblement national. Mais qu'est-ce que tu penses de l'argument des gens de chez UPR, moins chez Philippot, parce que lui, il fait la tournée des médias, mais de dire: «Ouais, mais si l'UPR, du coup, n'est pas, autant populaire ou ne casse pas la baraque, c'est parce qu'ils sont invités nulle part». Est-ce que tu penses que c'est un argument valable ou est-ce que tu penses que ça ne l'est pas? Parce que, par exemple, on pourrait prendre un exemple comme Éric Zemmour, qui lui a fait tous les plateaux et avec, un sponsoring et tout dans tous les sens, n'a fait que 7. Qu'est-ce que tu penses de cet argument, toi, personnellement? Je trouve que c'est mauvais, c'est une fausse excuse. Parce que en fait, le problème, c'est que Asselineau, c'est très niche comme vote. C'est un vote qui est très niche. C'est-à-dire, c'est le Frexit et par exemple, ma génération n'est pas touchée forcément par le Frexit. Heu, on va dire que ça touche les 40, 50 ans. Donc déjà, c'est très parce que même ceux d'après, ils votent Macron, par exemple, parce que, bah, ils mais 40, 50 ans, c'est là où on va s'intéresser au Frexit de, «Oh, c'était bien avant». Ma génération n'a pas connu ça, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Donc on va dire que ça n'intéresse pas. Et le problème, c'est que les médias, c'est pas qu'ils choisissent leur tête, c'est qu'ils vont prendre des gens qui font de l'audimat. Demain, je sais pas, je suis par exemple encarté chez LFI, je cartonne sur les réseaux sociaux dès que je vais être invité partout. Et c'est pas une question de l'étiquette. Je pourrais avoir l'étiquette, même à l'époque Alliance Révolutionnaire, si j'avais cartonné sur les réseaux sociaux, parce que par exemple, j'aurais pris une position là avec les agriculteurs, on voit notamment en Ariège, là, où j'aurais été sur place, parce que c'est à l'autre bout de la France pour moi, malheureusement, mais j'y serais allé, j'aurais cartonné et j'aurais été invité sur des plateaux télé. En fait, c'est juste que j'ai un créateur de contenu qui a dit cette phrase qui m'a marqué il y a pendant les élections européennes. Ça va être un peu cru, j'en suis désolé. En politique, pour réussir, il faut exprimer trois choses: le pouvoir, l'argent et le cul. Et François Asselineau ne représente aucun des trois. Et c'est pour ça que François Asselineau ne pourra jamais gagner aucune élection. Et je suis même sûr qu'il n'aura même pas ses 500 signatures en 2027. Très bien. Et du coup, je déplace le curseur vers Philippot. Pourquoi lui, du coup, qui est dans la même, lignée, en tout cas, j'allais dire, de courant de pensée du Frexit, hein, comme vous y étiez vous aussi. Pourquoi lui a plus accès, enfin, j'ai ma réponse, mais je veux ton avis à toi. Pourquoi il a plus accès aux médias mainstream, qu'il est censé normalement être un hors système, hein, parce que Philippot se gargarise de taper un peu sur l'Europe, machin et tout. Je l'entends moins sur des positions, j'ai entendu une fois sur la Palestine, je crois, et je l'ai entendu très peu sur les conflits internes des médias mainstream. Par exemple, je trouve ça lunaire qu'il va taper sur, et à juste titre, hein, sur les vaccins, sur tout ça et tout, mais il se retrouve chez un Morandini, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Il se retrouve sur un CNews, il se retrouve sur des chaînes qui sont problématiques via les gens qui sont en face de lui. Comment t'expliques ce cas, pour faire le parallèle avec Asselineau, hein, le cas Philippot et le cas Asselineau? Parce que je rappelle, alors, j'ai pas les chiffres précis, mais
C'est quoi? C'est 1% les deux Nice. C'est ça, hein, c'est 1%. Ouais, ils ont quasiment Donc fait le même score. ouais, c'est ça. Donc 1%, comment t'expliques qu'un Asselineau, bah, du coup, comme tu viens de l'expliquer, n'a accès à aucun média et qu'un Philippot a accès aussi à beaucoup de médias? Ce qui veut dire que du coup l'argument de: «Ouais, il est invité nulle part, Asselineau, donc il peut pas casser la baraque». Bah, vous avez un Philippot qui lui est un petit peu plus invité partout, qui lui non plus casse pas la baraque. Comment toi tu le perçois ça? Côté Philippot, hein, j'entends. Alors, pour, Philippot, ça va être, différent parce que c'est un ancien du FN, déjà. Donc et puis il a déjà été élu, en plus de ça. Et il a gardé, on va dire, ce marketing un peu du que le RN fait très bien à l'heure d'aujourd'hui. C'est le sensationnel, c'est, «Je vais combattre Van der Leyen, regardez, regardez, j'ai les dossiers, je suis devant le truc». Il fait beaucoup de sensationnel et les médias sont plus friands de ça que, quelqu'un qui s'assoit et qui dit: «J'ai toujours raison parce que ça fait 18 ans que je le dis». Donc c'est qu'il il apporte une fraîcheur que Asselineau n'a pas. Voilà, donc c'est peu les médias sont plus friands que ça. On va revenir à toi maintenant. On va laisser les deux compagnons de l'autre côté. J'ai envie d'attaquer le volet LFI et de savoir Mmh. qu'est-ce qui t'a, d'une part, persuadé que c'était le bon programme pour le peuple français. En tant que souverainiste de gauche maintenant, parce que tu es un peu comme moi, tu es souverainiste de gauche, tu veux être souverain, quitter l'Europe et tout ça. D'ailleurs, je te poserai une double question, à savoir si tu veux quitter l'Europe dans l'état actuel ou si tu veux quitter l'Europe tout court. D'accord? Prends-la en compte dans la réponse. Et qu'est-ce qui te séduit dans le programme de LFI? Peut-être dans certains cadres. Alors, je sais que tu es pas, soumis à le culte du cadre et tout ça, mais ils sont importants quand même dans un programme, dans une formation politique comme, LFI. Et le moment où ça t'a tu vois? Le moment où tu t'es dit: «Ouais, en fait, c'est eux, quoi». Parce que ça me parle, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, et cetera. Alors, tout simplement parce qu'après les élections, législatives, je me suis dit: «Pendant un an, au vu de mon résultat, je sais que tout seul j'irai pas loin, autant que je donne ma force pour soutenir quelqu'un qui a sa chance pour 2027». Je regarde donc, pendant un an, je me dis: «Je regarde que les votes à l'Assemblée nationale et je soutiendrai le parti qui aurait voté exactement la même chose que moi. Si moi j'avais été élu, ce que j'aurais voté?» La France insoumise. À 99,9 c'est exactement ce que j'aurais voté. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, allez, on va se lancer, là-dedans». Moi, ce qui me plaît le plus, vraiment le volet qui m'intéresse le plus dans le programme de la France insoumise et je le déplore qu'ils ne le mettent pas assez en avant parce que, j'avais même, attrapé, monsieur François Hollande, sur, une interview à la foire de Châlons-en-Champagne devant TF1 où je lui avais posé la question, «Est-ce que c'est pas le moment qu'il y ait une rupture entre le peuple et la politique, de faire ce qui a été dans le programme du nouveau Front populaire, qui était le RIC?» Parce que maintenant que le peuple n'a plus confiance aux politiciens, peut-être que faudrait peut-être donner plus la parole aux RIC. Bon, il a répondu à côté, il m'a parlé de référendum, qu'il fallait que ça soit Emmanuel Macron qui gère, etc. J'ai dû lui faire répéter ma question parce qu'il n'avait pas compris le RIC. Et du coup, en fait, c'est le RIC, tout simplement. Le pouvoir au peuple, c'est le fait de pouvoir donc révoquer une loi ou un élu. Et c'est magique. Franchement, c'est rien que pour ça déjà, c'est un green flag comme disent, les jeunes. Mais, il y a puis le tout ce qui est social aussi, ils se battent pour les hôpitaux en permanence, ils se battent pour l'éducation, ils se battent pour les étudiants boursiers, ils se battent pour l'agriculture, ils se battent pour les animaux, ils font de l'écologie. En fait, pour moi, c'est le parti le plus complet actuellement dans l'arc républicain. Et un truc que moi j'avais découvert quand j'avais été sur le volet insoumis, quand je m'y suis mis aussi, parce que moi je suis pas, insoumis au départ, je le suis de plus en plus un peu comme toi. Moi c'était, j'avais été sur le site et je m'étais aperçu que, en termes de parce qu'ils disent toujours: «Ouais, ils défendent pas les travailleurs, les salariés et tout», et je me suis aperçu qu'en fait il y avait des caisses de grève à la France insoumise qui, en temps de conflit avec le patronat et tout ça, pendant le combat, mettaient en place des caisses de grève pour pouvoir payer des salaires, tu vois, aux travailleurs, aux gens qui étaient dans la lutte et tout ça. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que ce n'était pas un simple parti politique, comment dire? Tu sais, type mainstream et tout ça, mais qu'il y avait vraiment une lutte de fond, une lutte, de classe, une lutte de la valorisation, pardon, du prolétaire et cetera. Et c'est là que je me suis dit: «Ouais, i alors on peut leur reprocher, tout ce qu'il y a à leur reprocher LFI, bon, bah, voilà, ça reste, des humains, ça reste un parti, si ça joue avec les règles de la 5e, bon bref, il y a plein de choses à leur reprocher si vraiment on titille. Mais quand même,
j'ai trouvé que parmi tous les partis dits traditionnels, c'était celui qui avait pour moi le plus, d'ambition à une vraie rupture. Tu me dis ce que tu en penses, hein, à une vraie rupture. On sait que ce ne sera pas une rupture, de ouf et tout ça, radicale d'un coup, ce sera ce qu'on appelle une transition et j'ai aimé moi le programme. Pareil, tu me dis ce que tu en penses, sur le fait qu'il était été construit via, des associations de terrain, via des collectifs, militants et via tout ça. Ce qui représente en gros, une vraie sensibilité de ce que peut attendre le peuple d'un parti ou d'un mouvement politique qui vient, travailler p pour eux. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Bah, je trouve ça, vraiment, en fait, tu as tout dit, hein. Déjà, si tu as une association, enfin, un mouvement, politique qui est à l'écoute, déjà, qui évolue en fonction, des gens, et au-delà de ça, là où ça toi, ça va te faire plaisir, c'est que il y a la France insoumise, pour moi, a le discours parfait pour moi par qui m'a séduit. Je vais reprendre l'exemple lors du MEDEF qu'il y avait eu. On avait eu un Jordan Bardella qui parlait de il faut au niveau énergétique qu'on soit compétitif, qu'on soit numéro un en Europe. De l'autre, on a Manuel Bompard qui dit non, on doit être souverain énergétiquement. On doit avoir la souveraineté énergétique. Ils sont beaucoup dans le discours de souveraineté, ou par exemple, même avec la nationalisation de ArcelorMittal. C'est vraiment ils sont vraiment là pour redonner la force à la France. Et le problème, c'est que ça, en termes de communication, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'ils travaillent un peu plus leur com, la France Insoumise, ils appuient là-dessus, ils sont vraiment là pour les Français, quoi. Attends, on fait ça, on parle de souveraineté, mais le problème, c'est que on va leur dire, oui, mais regardez, en manifestation, ils ont que des drapeaux palestiniens. Tu vois, en fait, faut lutter avec ça, faut lutter contre ça et rétablir la vérité. Et moi, j'en fais partie, je me bats pour montrer la vérité. On va passer d'ailleurs, je vais passer, là on est en alors on va le dire, on est en différé, on n'est pas en live, donc il y aura un montage. Je vais passer les images, vous pourrez voir les drapeaux français dans les manifestations, ou en tout cas dans les courants, des meetings, qu'il y a bien des drapeaux français en face des drapeaux, enfin à côté des drapeaux palestiniens, des drapeaux insoumis, tout ça et que en fait la télé, les mainstream vous font voir ce que vous avez envie de voir et oublient, par omission de vous passer les vraies images dont on va vous montrer au moment où je vous parle. Qu'est-ce que tu dirais à un électeur du Rassemblement national à l'heure d'aujourd'hui qui, te traiterait, alors je vais aller avec leurs mots, je vais vulgariser la chose, de traite, d'être passé à un parti qui est islamo-gauchiste et cetera. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors déjà, s'il me traite d'islamo-gauchiste, je lui dirais, tu sais que c'est des termes qui étaient déjà utilisés sous le régime de Vichy. Avant, c'était judéo-bolchevique. C'était donc le régime de Vichy, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'était d'extrême gauche, pas du tout. Identitaire, nationaliste, comme c'était pas possible, c'était d'extrême droite. Ça remplit tous les critères de l'extrême droite. Et on utilisait le terme justement judéo-bolchevique pour justement décrédibiliser donc, on va dire la résistance, notamment à l'époque. Donc, dire que je suis un islamo-gauchiste, c'est de se mettre en position, on va dire, toi, tu es le mec du régime de Vichy et puis moi, je suis le résistant. Donc, je vais lui expliquer, tu vois, rien que déjà dans ton terme que tu me donnes la légitimité d'être le résistant. En plus de ça, dis-toi que je t'invite à lire les 14 points donc, pour reconnaître le fascisme de Umberto Eco. Si après avoir lu ce livre et avoir compris, donc c'est Umberto Eco, c'est un écrivain qui a vécu sous Mussolini, qui l'explique très bien. Si après avoir lu ces 14 points, tu penses que le Rassemblement national est bon pour toi, c'est que vas-y, fonce, hein. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui a lu ce livre, qui parle pas de parti politique, qui parle juste de points, hein, qui s'il change pas d'avis Ouais. après ça, c'est qu'il est vraiment, ou sinon c'est qu'il l'a pas compris. On peut même citer d'autres écrivains qui sur le sujet, Genty, Payne, Paxton par exemple aussi, qui en parlent aussi, parfaitement et je pense qu'ils ne savent pas, en fait, la définition du mot. Tu sais, je reprends en ce moment des espèces des alors j'allais dire des et d'ailleurs je vais te poser la question de savoir ce que tu en penses, des espèces d'influenceurs sur TikTok que tu as certainement vu passer aussi de ton côté, pro RN, qui commencent à expliquer à tout le monde, que le fascisme, c'est à gauche, voilà que enfin tu vois un peu le genre de vidéos qu'il y a sur React One et que tu as pu aussi voir de ton côté. Qu'est-ce que tu penses justement de ces petits influenceurs pro RN? Quand je dis petits influenceurs, parce que ce n'est pas des médias comme toi ou comme moi, ils sont un petit peu peut-être plus en dessous que nous, ou alors en termes de visibilité, hein, j'entends, voire au même niveau que nous. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Est-ce que tu penses que du coup,
c'est un problème parce que du coup, mine de rien, ils influencent d'autres personnes qui n'y connaissent rien et du coup, se moussent tous ensemble pour, faire de la com au RN et au final les crédibiliser, les dédiaboliser et cetera? Ou est-ce que tu penses que c'est insignifiant, que ça ne servira à rien? En fait, le problème, c'est que, bah, les réseaux sociaux, en fait, ça donne la parole à tout le monde et le problème, c'est que, bah, dans chaque village, il y a un idiot du bar, qui, peut donner son avis au bar, tout le monde se moque de lui et cetera. Mais sauf que les réseaux sociaux permettent à tous ces idiots du bar de pouvoir se regrouper ensemble et d'être persuadés d'être, la majorité et d'avoir raison parce qu'ils parlent plus fort que les autres. Le problème, c'est que le fascisme, il a une définition bien définie. Heu, on peut parler juste du mot, donc qui est populisme, totalitarisme et nationalisme. Donc ça, c'est les 3 points du mot. Ensuite, il y a le mouvement fasciste, qui est le mouvement politique fasciste. Et là, il y a les 14 points d'Umberto Eco. Le problème, c'est qu'ils se réfèrent à quoi pour dire que la gauche ou l'extrême gauche, ils sont fascistes. Là, la plupart du temps, ils vont nous dire: «Oui, mais regardez, Staline à l'époque». Déjà, ils font la différence entre, le Staline, le communisme avec, enfin, ils mélangent tout. Ils mélangent tout, tout, tout. Ils reprennent à leur sauce et cetera. C'est puis quand, par exemple, même si, des intellectuels, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je trouve qu'Éric Zemmour, c'est un intellectuel qui raconte des conneries. Il va sortir des vrais faits historiques, mais avec son prisme de vision à lui et pas avec celui de l'époque et il va le réadapter à sa sauce et en disant: «Regardez l'évolution, machin, nin nin nin» et en fait, il fait, d'une certaine manière, du révisionnisme et heu et du coup, c'est devenu la mode chez la droite et l'extrême droite de faire du révisionnisme. Par exemple, avec, le régime de Vichy qui est de gauche, hein. C'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Ils sont, dans l'optique de changer la vérité. Bah, c'est la rhétorique aussi, émotionnelle, ce qu'on appelle la rhétorique ou le biais cognitif, tu vois? De prendre un truc et puis de le tourner à sa sauce, tu vois? Et puis, tu vois? De dire, voilà et en fait, ce qui est problématique, là-dedans et je sais pas si on peut en parler, je te parlais des petits influenceurs. Je sais que tu as été aussi dans le pas très loin du collectif, que moi je tabasse un peu sur React One là, le collectif patriote, citoyen patriote, la Magella, Ludo 40 et tout ça. Alors si tu veux en parler, hein, tu es pas obligé, de le faire, mais tu vois, quand je te parlais de ces influenceurs-là, ces petits influenceurs-là, ils ont, de la grosse, visibilité, ces gens-là, même voire plus que nous, enfin, en tout cas plus que React One, sur TikTok en tout cas et est-ce que tu peux nous parler 2 minutes de ces gens-là? Parce que moi je les trouve, malhonnêtes intellectuellement. Je les trouve, parce qu'ils arrêtent tu vois, par exemple, on va prendre une nana comme Magélia qui, ouais, les gauchias, les machins et tout ça. Je trouve ça ultra lunaire de taper sur la gauche en général et ne pas voir, le problème dans leur propre parti puisque c'est des pro RN, hein, si je dis pas de bêtises, tu me diras ou tu me confirmeras. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là avec cette grosse influence, cette grosse visibilité, qui te parlent de fascisme, de patriotisme et cetera, alors que tu sais qu'ils n'en connaissent même pas les définitions, quoi? Est-ce que tu penses que c'est un problème ou pas du tout? Oui et je vais expliquer pourquoi. Moi, enfin, j'en ai côtoyé la plupart. On a même fait des actions ensemble et cetera en fait, quand on s'est connus, on était, tu vois, presque pareil, tu vois? On se battait, ils étaient souverainistes à la base, je pense, Olive Olive, Magélia et cetera. C'était des personnes qui étaient, souverainistes, donc la sortie de l'Union européenne et c'est ce qui nous reliait. Après, moi, je suis passé de plus en plus à gauche au fur et à mesure du temps et eux, ils ont fait l'autre chemin. Eux, ils sont passés de plus en plus à droite. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif et du coup, la division, le drama, c'est ce qui plaît énormément aux gens je suspecte qu'ils se fassent de l'argent justement en appuyant là-dessus parce qu'ils se disent patriotes, soutenir la France et cetera, mais quand on regarde leurs vidéos, ils font que de la division. On s'en prend à une minorité, on s'en prend aux personnes issues de l'immigration, on se moque des, gauchias, les pull comme ils disent, tu vois? Alors qu'ils pourraient nous parler des SDF dans la rue. Ils pourraient nous parler, des 2 000 enfants qui passent l'hiver là dehors. Non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire du sensationnel, de diviser un maximum donc la population ils font, le travail de l'extrême droite par, pour de l'argent, en fait. Donc moi, j'ai préféré partir de l'autre côté
mettre en avant, par exemple, ce qui se passe à Gaza, au Congo, au Soudan, également les agriculteurs en France, la difficulté qu'ils ont, tout en après moi aussi, hein, je fais du sensationnel, hein, je tape sur le RN en permanence, je décrypte leurs programmes et cetera. Mais, ça m'empêche pas, à côté, de faire du social. Par exemple, le week-end, je vais, dans des épices pas des épiceries, mais des marchés solidaires qui permet notamment, d'avoir 1 kilo de fruits, 1 kilo de légumes à des personnes qui ont pas forcément les moyens. Enfin, je partage aussi beaucoup avec, la banque alimentaire. Enfin, il y a mais ça, je le mets pas sur les réseaux, par exemple, parce que ça, c'est moi et moi-même. Sur les réseaux, je mets en avant, plus, ce qui est géopolitique pour l'humanité mais voilà, en tout cas, c'est dommage parce qu'ils pourraient utiliser leur notoriété pour faire du bien plutôt que de diviser et c'est ce que je leur reproche à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, bon, au moins c'est honnête de le dire. Ce que tu es en train de me dire là par rapport au côté solidaire des choses, ça c'est quelque chose que tu as pas retrouvé au Rassemblement national quand tu y étais. Quand tu as approfondi, peut-être les actions, sociales de terrain, les actions sociales, du prolétaire ou en tout cas de l'ouvrier, ce genre de choses, tu avais une sensibilité de partage que du coup tu n'as absolument pas retrouvé au RN. Est-ce que tu l'as trouvé à LFI? Oui, clairement, il y a pas photo. Bien sûr. Déjà, rien que la plupart quand vous avez le moindre problème, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une société qui a un problème, à droite, ils sont en permanence en train d'insulter, de critiquer les syndicats. À gauche, c'est les premiers à dire: «Il y a des gens pour t'aider, on va te soutenir, tu as des droits de travailleurs» et cetera, et cetera. Même ma mère a son taf qui était pro RN à l'heure d'aujourd'hui, elle est syndicalisée. Ma mère, elle partage toutes les pétitions de LFI. Donc en plus, toutes les personnes peuvent changer, hein. Je vous le dis d'avance, hein. Si moi j'ai pu faire le travail, on va dire dans ma famille, bon, il y en a d'autres, avec qui je peux rien faire, mais des personnes qui ont du cœur, qui sont profondément humains, vont ouvrir les yeux d'eux-mêmes. Il faut juste leur donner de quoi ouvrir les yeux. Tu penses que Est-ce que tu penses, je vais te poser une question un petit peu plus, personnelle. Est-ce que tu penses que beaucoup de personnes en cas de deuxième tour, alors je vais, projeter, hein, je pense pas que ce soit ça, mais imaginons, on va imaginer, que c'est Bardella et on va imaginer Mélenchon, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il y aura un front républicain à fond contre LFI, contre Mélenchon? Ou alors, tu penses que comme toi, des familles, des gens peuvent bifurquer au dernier moment et aller vers LFI? Ou tu penses que c'est plié et que de toute façon le pays tourne, nationaliste à fond et avec cette quête d'identité française, drapeau, patriote, mais blablabla. Tu penses que ça peut être possible ou pas? Alors, du coup, je vais être très franc. Je pense que Mélenchon seul, admettons, on est au deuxième tour demain, il gagne pas. Parce qu'on est encore dans une politique de marketing et pas une politique de fond. Et le problème, c'est que Jordan, il a un beau sourire. En face, c'est un vieux monsieur. On va voter pour le joli sourire. On s'en fout du programme. Ça, c'est la plupart des gens en France actuellement. Parce qu'en fait, le français, on va dire moyen, on va dire rentre du travail le soir, il s'occupe de sa famille ou de ses enfants, il allume la télé en même temps que de manger et il profite de sa famille, il ne s'intéresse pas à la politique. La plupart des Français ne creusent pas parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et ils ont pas. Nous on est privilégiés de cette manière parce que nous, c'est notre boulot. Et le problème, c'est que c'est pour ça que ça peut fonctionner en 2027 si des gens comme toi, comme moi, on continue à faire ce qu'on fait, à ouvrir les yeux et à faire des formats, très dynamiques qui permettent à ces personnes en 1 minute 30, ils sont capables de voir l'information du jour, de comprendre un fait, de société, pour qu'ils puissent retourner faire autre chose à côté, mais qu'ils aient enregistré très rapidement. Par exemple, pour pouvoir apprécier un Jean-Luc Mélenchon, faut l'écouter pendant 2 3 heures parce que c'est du miel. Tu vois? C'est vraiment, il décortique, il prend son temps, il fait bien les choses et cetera, mais il faut avoir 2 3 heures à donner. Là où nous, on a cette force sur les réseaux sociaux, c'est que, par exemple, toi notamment sur TikTok, tes vidéos ou même sur YouTube, tu fais des formats qui sont, courts, mais tu as aussi des formats longs pour ceux qui veulent creuser un peu plus et je pense que c'est la meilleure stratégie. Alpaguet le format court, ah ouais, il parle bien en plus, il est fort Jérôme, il est vraiment capté, câblé comme il faut et cetera, ça m'intéresse. Boum, je vais m'intéresser plus et puis, tu vois, tu vas amener des gens, tu vas amener des gens, tu vas amener des gens. Moi, j'ai énormément de retours, je dois recevoir une dizaine de messages par semaine de gens qui me disent: «Ah ouais, effectivement, moi aussi j'étais au RN et je me remets en question». Ils disent pas qu'ils vont voter les filles, hein, mais je reçois, même sur mes lives, il y en a énormément qui viennent: «Je suis perdu, je sais pas quoi faire».
Je les invite sur mon Telegram et ils discutent avec nous dans le groupe à gauche, etc. Ils voient qu'on rigole, qu'on fait des lives ensemble, que c'est récurrent, et ça se passe super bien. Mais il faut y aller étape par étape. Et Jérôme, c'est les gens comme nous qui vont permettre peut-être à la gauche de gagner. Mais pour ça, faut qu'on continue à y aller, quoi. C'est dur. Après, je te rejoins sur le côté. Alors, tu parles de moi, mais je pourrais te renvoyer la balle. Alors, on fait un petit peu de lèche là, c'est pas prévu. Excuse-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que la street politique est important, l'éducation populaire, la culture du choc en 1 minute 30, de dire voilà. Bon, après, chacun y va avec son petit talent, sa sauce, sa jactance, son truc et tout ça. On a deux styles différents tous les deux, mais on est complémentaires parce qu'en fait, on dit au final la même chose. Et moi, ce que je trouve important, c'est ce que tu viens de dire. Alors, toi et moi, bon, perso, on s'en fout, c'est le fond plutôt que la forme. Nous deux, on s'en Sûr. fiche, c'est ce qu'on dit qui est important. Et je trouve que c'est important d'entendre de la part, déjà, d'une part, d'un gars comme toi qui arrive du RN, pas chez les filles, et de nous expliquer qu'en plus de ça, tu reçois des messages lors de tes lives ou lors de tes émissions qui, venant d'autres personnes du RN, qui du coup se disent: «Ah mince, du coup, j'ai sorti un petit peu la tête de l'eau et puis je me pose des questions». C'est important ces discours-là, et je pense qu'on les met pas assez en avant. Oups, pardon. On les met pas assez en avant, et moi je reproche par exemple, alors là on va c'est bon, c'était pas prévu, mais je vais aller sur le côté, créateur de contenu, YouTube, TikTok, Insta et tout ça. Heu je pense qu'on a tout intérêt, si on veut faire gagner la gauche, comme tu dis, de donner la parole aux citoyens qui ont été en bifurcation comme toi, par exemple, ou qui sont en bifurcation. Alors, quand je parle de bifurcation, j'entends bien, j'étais dans un parti, je passe à un autre, et cetera, et qu'ils expliquent leur expérience. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait que? Tu vois? Et je pense que c'est ça qui est important parce que, heu, les pros et les filles, c'est-à-dire, bon là, on va prendre les filles RN. Les pros et les filles, bon, les convaincus, tu les feras jamais changer d'avis. Les pros RN, Mmh. tu les feras jamais changer d'avis. Mais entre ces 2 personnages, hem, tu as la nuance des gens au milieu qui, eux, peuvent être, tentés de se dire: «Bah, attends, moi, par exemple, mon problème, je suis avec un patron, il veut pas m'augmenter, machin et tout ça», et tu vois, qui est un petit peu câblé, qui remonte un peu le fil de l'argent et qui tombe sur les votes, et cetera. Les votes que tu peux faire voir toi de ton côté, les votes que je peux faire voir moi de mon côté, et qui se disent: «Ah ouais, en fait, j'ai été, berné, quoi, pendant un petit moment, et du coup, je vais me rattacher à ce qui m'intéresse vraiment en tant que prolétaire, à savoir mon intérêt en tant que plus-value citoyenne». Et c'est là où l'impact de ce que moi j'appelle la néo-gauche, et en vérité, c'est lunaire ce que tu dis, parce que je pense que toi, tu es un gars de l'ANG, tu vois? Tu es de la néo-gauche aussi parce que l'ANG, c'est en gros, c'est le courant de gauche idéologique avec ce rentre-dedans, avec l'époque actuelle de la street politique, de l'éducation populaire, on se sert des réseaux, et cetera. C'est un peu ça pour vulgariser les choses. Je l'expliquerai, un petit peu plus, longuement, sur la chaîne, mais c'est un peu ça. Tu es dans ce courant-là, et je pense à l'heure d'aujourd'hui que autant on a des petits influenceurs, et je vais m'arrêter ici, je vais te redonner la parole, autant on a des petits influenceurs comme ceux que tu, étais en train de parler, donc Magella, Ludo 40, tu sais, les faux patriotes là sous couvert du drapeau, des valeurs qui ne connaissent que dalle et tout. Autant le travail qu'on fait nous devrait, j'espère, en inspirer d'autres qui fassent la même chose que nous, et faire un effet boule de neige. Tu vois un peu le truc? Et quand tu dis: «On est capable de faire gagner la gauche», je pense qu'on est capable même pas de faire gagner la gauche, on est capable de renverser, heu, un peuple à une nouvelle conscientisation de ce que doit être la politique du prolétaire en 2025 et après. Tu comprends? Parce que quand on parle de sixième république, il faut comprendre tout l'aspect de la sixième. Faut pas voir que, un parti unique qui va changer les choses, parce que demain, si LFI arrive au pouvoir, pensez pas qu'ils vont changer quoi que ce soit s'il y a pas, le peuple derrière qui arrive avec la machine et tout ça, tu vois? Qui fasse les demandes. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui peuvent faire gagner la gauche, et même au-delà de ça, et je le répète, amener autre chose, un cas de conscience, et cetera. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Bah, je pense que, comme tu l'as dit, hein, on est complémentaires et je pense que ce que tu viens de dire, complémente très bien ce que j'ai expliqué avant, donc j'ai rien à rajouter. Bon, bah, du coup, on va créer un parti alors. Non, je plaisante. Hem, est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur Dieudo Lalanne, rapidement, parce que j'ai oublié de te poser une question. Humainement, et là je parle pas sur le côté politique, humainement pour les avoir côtoyés. Alors je ne sais pas si tu as côtoyé Dieudo aussi ou pas? Tu l'as côtoyé, d'accord. Ouais. Est-ce que humainement, tu as été confronté à des gens
qui t'ont séduit dès le départ et du coup, tu as été vers eux pour ce qu'ils représentaient et tu as été déçu par ce qu'ils vendaient, entre parenthèses, ou alors tu t'es dit, «Non, c'est juste qu'en fait, nos idées sont pas les mêmes». Humainement, par exemple, Francis, c'est, quelqu'un humainement que j'apprécie énormément. C'est vraiment quelqu'un qui m'envoie des messages, avec qui on prend ses nouvelles et cetera. Politiquement, on n'est plus forcément autant raccord parce que j'ai évolué très, très vite ces dernières années. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai plus grand chose, en accord avec lui, ne serait-ce que le pouvoir au peuple. Là, on est toujours d'accord là-dessus. Mais Francis Lalanne, c'est vraiment une bonne personne quand on apprend à le connaître. C'est pas le personnage un peu farfelu comme, on dit sur les plateaux télé et cetera. C'est vraiment quelqu'un de très, très intelligent, très calé historiquement. Il a un vrai, vrai talent en chanson en plus. Je suis même allé en Allemagne avec lui où il a pris un piano comme ça au milieu de la rue, il a joué, les Allemands, ils étaient fous, ils étaient fous. Et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, gentil, qui m'a énormément apporté moi. En tout cas, moi, il m'a mis dedans tout de suite. Donc ça a été, Dieudonné, je l'ai aperçu, une fois et après j'avais une conférence de presse où j'étais à côté de lui toute la conférence de presse, donc j'ai pu, discuter un peu avec lui. Heu, je connaissais pas l'humour de Dieudonné, par exemple, ses blagues, je le connaissais pas. Je le connaissais dans Astérix, Mission Cléopâtre, hein, c'est pour vous dire. Heu et hem et en fait, c'est quelqu'un de quand tu le côtoies comme ça, il fait très gentil. Il a une voix douce, il est apaisant et cetera. Par contre, sur scène, c'est plus la même, hein. C'est plus le parce que j'ai été invité, donc au Quenelle d'Or ensuite et c'était plus la même chose. J'avais l'impression de voir 2 personnes différentes. Mais non, humainement, il est gentil, il est pas méchant. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait parce qu'après j'ai appris après, plein de choses qu'il avait fait comme, l'assurance ananas, des trucs comme ça, ou que c'était pas terrible. Mais sinon, le gars en lui-même, il est pas méchant, quoi. Et politiquement, tu penses qu'il y a un courant de pensée qui peut parler à des gens? Il y avait combien de personnes qui suivaient le courant, France Libre? Oh, il y en avait beaucoup, je sais qu'en un mois, j'ai jamais vu autant de mails de gens qui adhéraient, qui envoyaient des dons et cetera. C'est en fait, je pense que c'est plus le personnage que l'idée politique parce que tu sais Ouais. pourquoi? On s'est présenté avec France Libre, on n'avait pas de programme. Ah ouais? On le disait, c'était D'accord. notre slogan: «On n'a pas de programme». Les Ouais. gens, ils votaient juste pour des individus. Tu penses que, bah, là, du coup, on retombe dans le culte de la personnalité alors dans ce cas-là? C'est un Exactement. peu c'est un peu dommage. Voilà. Tu penses que le programme en 2025 est important pour un parti ou un mouvement? Oui, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est même la chose la plus importante. Le Mais ce qui est d'autant plus important, c'est comment on le transmet. Mmh. Parce D'accord. qu'avoir un programme solide, je prends le cas de la France insoumise, qui est extrêmement bien fait, avec des économistes et tout qui ont contrôlé tout ça et cetera. Mais beaucoup de personnes vont dire: «Oui, mais regardez, LFI, ils sont de gauche, donc ils ont voté pour le Mercosur». C'est faux. C'est un Mmh. des seuls partis qui a voté contre. Et il y a énormément, en fait, de fake news qui sont faites parce que il y a peut-être qu'il manque ce petit côté, créateur de contenu qui parle que du programme, qui envoie que voilà, programme, telle ligne, clac, clac, clac. Peut-être que ça peut être pour moi du militantisme, le vrai. Moi, d'ailleurs, j'appelle à tous les militants qui souhaitent le faire à faire des vidéos, à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Je rebalancerai vos vidéos en story et cetera pour vous donner de la force. Faites des vidéos sur le programme, parlez juste du programme, vous prenez pas la tête. Vraiment, je suis sûr que si tous les militants avaient une chaîne où ils balançaient des trucs sur le programme, ça marcherait nickel. Je pense que c'est une très bonne idée et moi, j'ai toujours incité les gens sur React One à parler parce que si eux le font pas, les gens les pro RN, eux, le font, ils se gênent absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris une grosse popularité sur des réseaux comme TikTok, Insta et tout ça. Et vous avez pas besoin spécialement, les amis, de faire voir votre tête si vous avez pas envie. Comme le dit, Marty, le simple fait de balancer des lois de programme, des trucs et tout, tu sais maintenant avec l'IA, tu peux faire des choses assez sympas, hein, maintenant, en termes de petites vidéos et tout ça. Il faut le faire. Je pense qu'on va réfléchir à ça et peut-être, se greffer avec, d'autres personnes. Parce que là, tu citais des gens qui parlent du programme, alors quand on s'est eu hier, tu m'as parlé d'un gars, je me rappelle plus de son prénom, un influenceur sur TikTok, si tu peux Alors, le il redire, qui s'appelle, fait ça? FitFit, Ouais. qui est exceptionnel, qui fait des lives absolument tous les jours, malgré sa vie de famille, pour parler, du programme. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message juste avant de venir à l'émission et
il est un puits de connaissances incroyable. Il est vraiment gentil, il est profondément gentil. C'est vraiment une bonne personne. Et franchement, il a une façon de faire où il prend son temps pour expliquer chaque ligne du programme, etc. Et quand on lit là quelqu'un qui est en opposition à son idée, il va chercher donc ce que dit l'autre et il va comparer et il va prendre le temps d'expliquer ligne par ligne enfin, il fait un travail mais monstrueux, magnifique et il est hyper pertinent. Plusieurs fois, je l'ai vu sur des lives recadrer des gens qui pensaient avoir la science infuse et qu'en fin de compte, ils étaient complètement à côté de la réalité. Même moi qui vais sur ces lives, je suis comme ça, je me tais et j'écoute. Je suis en salle de classe. Il est incroyable. On va Franchement, essayer de le recevoir sur React One. Ce serait intéressant de mettre un peu de lumière. Nous, on aime bien mettre la lumière sur des. Nous, on est créateurs, mais on aime bien mettre la lumière sur d'autres gens parce qu'on se doit de donner de la force à tout le monde. On est un média citoyen, donc on va essayer de l'avoir avec ton approbation et puis avec tes réseaux à toi, bien entendu. Je te fais un petit panel vite fait pour détendre un peu l'atmosphère des gens sur Internet ou en termes de partis politiques. Rapidement, tu me dis ce que tu en penses. Si je te dis Sarah Knafo, par exemple. Sarah Knafo. Alors, elle, c'est vraiment. Comment expliquer? Alors, Sarah Knafo, c'est vraiment le personnage de Reconquête pour remplacer Éric Zemmour. Ils se sont rendus compte que la jeunesse votait plus enfin, la jeunesse en politique, on vote énormément pour le physique, plus que pour les idées pour certains. Éric Zemmour, ça fait pas beau. Comme je t'ai expliqué, le pouvoir, Ouais. l'argent et le cul. Sarah Knafo, elle remplit tous les critères. Donc, on va mettre une Sarah Knafo en avant, de plus en plus en avant, pour faire en sorte que Reconquête gagne un peu plus de. Avant, ils avaient Mario Maréchal, mais elle est partie. Donc, on met Sarah Knafo à l'avant. Ah, elle a traîtrise, elle a traîtrise. Hein. Jean Messia. Jean Messia, lui, c'est vraiment un sketch. Je suis pour qu'on donne plus de libre antenne à Jean Messia, par exemple. Je suis qu'on lui donne plus la parole parce qu'il fait partie de ces personnes qui décrédibilisent en fait l'extrême droite française. Vraiment, lui, faut l'inviter partout. Vraiment, pour montrer la stupidité, on met un petit warning en bas, attention, où on fait un système de fast-checking comme il y avait eu avec, c'était le débat de Jean-Luc Mélenchon et de Éric Zemmour en 2022 sur Hanouna, il me semble. Non, c'était sur BFM. C'était sur BFM où il y avait eu justement un fast-checking qui était fait à l'instant T au bout de 5 minutes. Il faut l'inviter dans toutes les émissions avec du fast-checking à mourir de rire. Là, on va aller sur ton ancienne formation, donc le Rassemblement national. Julien Audoul. Julien Audoul, c'est vraiment le pire de ce qui fait du Rassemblement national, c'est-à-dire parler que de haine, dans le but de faire de la division, c'est cracher son venin sur les autres. Lui, c'est vraiment l'archétype vraiment de ce qu'il y a de pire au Rassemblement national. Vraiment, Pourquoi il y a encore au Rassemblement national, lui? puis il est multi-condamné en plus, donc je comprends même pas. Parce qu'en plus, dans la charte, d'ailleurs, ça devrait tiquer chez les électeurs du RN. Il y a une charte au sein du Rassemblement national que si vous êtes condamné, vous ne pouvez plus représenter le Rassemblement national. Il y a plus de 120 personnes qui sont condamnées au Rassemblement national. Rien que ça devrait les titiller, enfin, je sais pas. Ouais, mais tu sais l'argument, ils vont te dire, ouais, mais les filles, c'est pareil, il y a des condamnés, nanan, tu vois. Donc Et en ben fait, moi, c'est je les toujours le même condamne. argument. Ouais. Regarde, moi, je vais te répondre. Et ben si quelqu'un, il est chez LFI, il est condamné, qu'il dégage. Point. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas derrière le culte de la personne. Ouais. C'est là où, du coup, la proposition programmatique de la France insoumise sur la révocation d'élus prend tout son sens, alors, au final. C'est là. Parce que c'est vrai que beaucoup d'électeurs du Rassemblement national se plaignent, du coup, de ce qu'on peut appeler, en fait, les condamnations dans les partis politiques, etc. Et quand tu leur dis: «Bah, ouais, mais dans ce cas-là, si tu es contre, ce genre de personnes qui soient multicondamnées ou autres et qui sont dans les partis politiques», là, on a un parti politique qui te propose, en tout cas, la révocation d'élus. Donc ça devrait matcher avec, ce que toi tu penses. Mais non, eux, dans leur délire, non, ils veulent pas de la gauchiasse, hein, comme ils disent. C'est là où moi, je commence à me dire: «Mais il y a un problème de conscientisation, réel», tu vois? Ok. On va déplacer le curseur. Macron. Alors Macron, c'est quelqu'un que je ne supporte pas sa politique parce que je suis complètement à l'opposé politiquement. En termes on va dire d'individu, il est extrêmement intelligent. En fait, moi, ce que j'aime bien chez lui, parce que j'adore la psychologie humaine, c'est vraiment son côté stratégique politiquement de jouer le jeu du triangle pour permettre de garder les pleins pouvoirs en permanence. De s'appuyer sur un coup jouer avec la gauche, un coup jouer avec la droite pour garder à chaque fois le pouvoir. Et en fait, c'est un génie, qu'on le veuille ou non, c'est un génie de stratégie politique. Après, programmatique,
Ce qu'il a fait de la France, c'est une catastrophe. Mais d'un point de vue élection, je pense pas qu'on ait quelqu'un d'aussi fort que lui pour gérer des élections dans toute l'histoire de France, honnêtement. Ouais, c'est ça, il est habile, faut le reconnaître. Il a au moins cette qualité-là, c'est qu'il est habile C'est à ça. jouer avec tout et c'est de la manipulation, en fait, au final. Mais, bon, bah, ça fonctionne, hein. Il a réussi, hein. Mm. Wauquiez, Oh, lui, il faut le remercier, j'ai. Marty, il faut le remercier, hein. C'est grâce à lui qu'il y a eu la tribune, Oui, sur Mélenchon. oui. Faut le remercier, là, coup de génie, hein. Je Ah t'en oui, prie. non, mais bah, du coup, alors, en tant que chargé de com de LFI, il est très bon. Ça, je peux pas le. Pour gérer la communication de LFI, il est exceptionnel, continu, hein. Par contre, en revanche, je l'ai alpagué hein, sur justement une de mes vidéos pour débattre avec lui. Bon, il me répondra jamais, certainement. Parce que comment il m'explique qu'il arrive à faire la comparaison entre 5 personnes qui vivent d'aide et une personne qui travaille en disant c'est inadmissible qu'il touche quasiment autant. Sauf que d'un côté, il y a 5 personnes qui vivent, hein. Ça revient à 250 euros par personne pour vivre tout le mois. Lui, il a 2200 euros. Et il arrive à faire une comparaison en disant ouais, nous, on veut réduire, on veut que les aides soient pas plus hautes que 70% du SMIC, etc. Donc, je voulais en débattre avec lui. Il m'a jamais répondu. Clémentine Autain a repris la même forme de vidéo que moi, la même intro, elle a dit exactement la même chose. Et ben, elle a cartonné un peu plus précisément dans les détails après. C'était magnifique. Tiens, ça me fait rebondir à une autre formation. Qu'est-ce que tu penses des dissidents là, tu sais, Autain, Ruffin, Corbière, Garrido, qui sont partis de chez LFI et qui ont été, créer leur mouvement qui s'appelle l'Après? Je sais pas si tu Mhm. visualises, de quoi Oui, je oui, te je parle, connais, ouais? je Non? connais. D'accord. J'ai été Qu'est-ce que contacté tu par eux, ouais. penses de ça, sur le plan personnel et sur le plan politique? Alors, honnêtement, du plan personnel, j'avais beaucoup d'a priori sur Alexis Corbière à l'époque quand j'étais au Rassemblement national, parce qu'il parlait fort, ouais, c'est le mec détestable, tu vois. Et en fin de compte, je l'ai vu en vrai cette année, c'est une crème. Alexis Corbière, il est topissime. Et j'ai vu ses prises de parole récemment et je suis assez impressionné par leur prise de position. Ruffin, je suis, j'ai absolument rien contre lui et je trouve que le personnage mérite d'être étudié, on va dire. Déjà, du fait qu'il redistribue une partie de son indemnisation déjà à des associations, je trouve ça admirable. Je m'en étais même inspiré pour les législatives, ou en disant que bah, si j'étais élu député, bah, je redistribuais une partie de mon indemnité à des associations. Il y a ça, le travail qu'il a fait avec Sarah Salman aussi pour le film Au boulot, que j'ai beaucoup adoré. Clémentine Autain, j'aime bien. J'aime bien la vibe qu'elle a, j'aime bien comment elle réagit. C'est, non, j'aime bien Clémentine Autain, franchement, je l'aime bien. Et puis après, Garrido, j'ai jamais vu et jamais parlé avec elle. J'ai jamais vu trop ses réactions, donc je pourrais pas dire. Bon, même s'il fait plus partie du paysage politique du moment, mais il a quand même eu une grosse importance ces derniers temps en faisant un peu de la merde. Retailleau? Retailleau, c'est pour moi ce qui se fait de pire en politique à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment lui, on sait dans quel camp il aurait été dans les années 30, quoi. C'est une catastrophe. C'est vraiment la division. C'est le mec, il était ministre de l'Intérieur et du culte. Il est même pas capable d'aller voir donc dans une mosquée là où un homme s'est fait tuer parce que j'avais quelque chose de mieux à faire. Il y a un moment donné, c'est de t'es ministre de tous les Français et pas de ceux que tu as décidé. Tu vois, en plus, c'est pas comme si tu étais élu quand tu es ministre. Il n'y a même pas question d'électorat. Tu es ministre, tu arrives, tu es au gouvernement, tu représentes tout le monde. Point. Normalement, pour moi, les ministres, quand tu es ministre, tu n'es censé ne plus avoir d'étiquette politique. Tu es Mmh. censé mettre fin à toutes tes pensées politiques. Tu es là pour le bien du peuple. Tu n'es plus là pour faire de la com. Tu n'es plus là pour Mmh. faire de la com pour un parti. Roussel, PCF? Fabien Roussel, j'aime bien le personnage. Moi, il me fait sourire. Ce côté un petit peu, un petit côté patriote de gauche que j'aime bien, tu vois. Après, Franchouillard, c'est franchouillard. ouais, le bon franchouillard, tu vois. Non, non, franchement, c'est pas. Je n'aurais pas voté pour lui, mais moi, je l'aime bien dans le paysage politique, quoi. Ouais. Puis c'est devenu un meuble hein, depuis le temps, hein, donc. Fabien Gay, du PCF? Tu vois qui est? C'est celui qui a le sénateur là, qui a Oui, rendu le le rapport de sénateur, 211 excellent. 000 000 Oui, oui, Ouais. c'est lui qui a trouvé. Lui, il est exceptionnel. Je le suis sur les réseaux et je trouve ses interventions, même au Sénat, extrêmement pertinentes. Lui, il est vraiment bon. Lui, j'aime bien. Olivier Faure, PS? Olivier Faure. Alors, Olivier Faure, le problème, c'est que le PCS, enfin le PS, pardon, aujourd'hui, a vraiment.
C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant, mais moi, je suis pour un mandat impératif plutôt qu'un mandat représentatif. La différence, pour l'expliquer, pour mandat représentatif, une fois que vous avez élu quelqu'un, il fait ce qu'il veut le temps de son mandat. Le mandat impératif, c'est qu'il a un programme à suivre. S'il ne suit pas le programme, son mandat, il saute. Moi, je suis pour le mandat impératif. Moi, je suis un gars plutôt d'extrême là-dessus. C'est-à-dire que tu es élu pour un programme, tu ne te bats pas pour ton programme, tu dégages. Tu n'as rien à faire. On t'a élu pour ça, point. Le problème, c'est que dans le nouveau Front populaire, en plus, ils ont fait un peu ce système-là, ils ont fait signer une charte à tout le monde en disant, bon, bah, on doit respecter le programme du nouveau Front populaire, on doit le mettre en place, etc. Le PS a pris la charte, l'a déchirée pour se mettre du côté plus de la Macronie. Oui, mais on va se battre pour nos sièges. Mandat impératif, ça dégage. Pour moi, vous êtes des traîtres, ça dégage. Point. Comment tu veux Oui, voter parce pour un parti qui a pas d'honneur, qui a pas de parole? alors la question que je vais te poser, je vais rebondir sur ça. Tu sais comment fonctionnent les institutions avec, la CNCCFP, donc la commission des partis pour, le financement public des partis, tout ça. Donc tu sais que quand on va voter aux législatives entre 1 € et 3 € tout ça, pour la pluralité et tout. Heu, Imagine si demain, LFI, vu que du coup tu es passé maintenant chez LFI, se réassocie avec le PS pour des intérêts de siège aux législatives. Tu le prends comment? Je le prends bien. Parce qu'en fait, je pense que l'intérêt commun a plus d'intérêt que l'ego. Le problème, c'est que refuser le PS dans un nouveau front populaire contre la montée, notamment de la droite, qui vont forcément s'allier à un moment donné, je pense que c'est une nécessité même de survie. Je pense que c'est même une obligation. Donc, après, faut pas rentrer dans la guerre d'ego de oui, mais eux, ils ont fait ci, etc. à l'époque, je vais pas, machin. On s'en fout. Là, le combat est beaucoup trop grave pour laisser passer une opportunité de pouvoir se rassembler à nouveau. Sauf que cette fois-ci, il faudrait que les termes soient bien bloqués et qu'on donne beaucoup moins de sièges au PS par rapport à ce qu'ils ont fait avant. NPA, Besancenot et Poutou? Ah, Poutou, il est exceptionnel. Non, franchement, Poutou, je l'écoute en ce moment, je me régale. Je regarde ce qu'il faisait déjà avant, je me régale parce qu'avant, je le voyais comme un clown, mais maintenant, je le vois comme un génie, par exemple. C'est et c'est non, franchement, exceptionnel, exceptionnel. Besancenot? Alors Besançon, je connais un peu moins, mais je trouve que sur certains points, plutôt pertinent, ouais. Ouais. Côté lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, qu'est-ce que tu en penses? Alors Nathalie Arthaud, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Je trouve que ils sont très bons dans leur façon de parler de sujets qu'ils maîtrisent. Le problème, c'est qu'en termes de communication, ils sont pas là et c'est le défaut de la gauche en général, c'est que, les idées sont bonnes, le fond est bon, mais le marketing est pas là. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est parce que du coup, ce sont des partis, en dehors de LFI qui elle a pris le coche de ça, mais ce sont des partis plutôt vieillissants avec, une approche de la politique, de l'ancien temps, de l'ancien monde, on va dire, et qu'ils auraient plutôt une tendance à se rafraîchir? Ça leur donnerait peut-être une envie de faire de la NG, par exemple, tu sais, avec le côté, ce qu'on fait nous, tu vois? Éducation Mmh. populaire, street politique pour des partis vieillissants comme ça, tu vois? Ouais, tout à fait, tout à Mmh. fait. Et du coup, alors j'ai oublié qui, ouais si, j'ai oublié, les écologistes, comment ça s'appelle? Marine Tondelier, Merci beaucoup et Marine Tondelier, puis, j'adore. sa compère aussi, Sandrine Rousseau. J'adore Marine Tondelier. Je l'ai vue à la foire de Châlons aussi également. D'ailleurs, j'avais même rencontré Manon Aubry qui était, incroyable. Marine Tondelier, elle a une tchatche, elle a une aura autour d'elle, elle est vraiment top. Vraiment, Marine Tondelier, grosse surprise. Elle est très pertinente et puis en fait, il faudrait que la gauche communique un peu plus comme Marine Tondelier. C'est-à-dire que on est assis dans un salon, on discute. Elle a ce côté tchatche, très discussion et cetera et Marine Tondelier, très grosse surprise, politiquement. Je pense que, ça pourrait s'ils veulent absolument pas de personnes de chez LFI au second tour pour, à la présidence, je pense que Marine Tondelier ferait une très bonne candidate pour représenter le nouveau Front populaire, par exemple. D'accord. Alors c'est tes propos, hein, je te laisse avec, ta façon de voir les choses, hein. Heu, Comment dire? Sandrine Rousseau? Alors Sandrine Rousseau, j'ai une, on va dire, un passif avec madame Rousseau, du fait que, bah, j'ai explosé sur les réseaux sociaux grâce à elle. Parce qu'au début, quand j'étais au Rassemblement national, lui taper sur la tête, ça rapportait des vues. Donc j'ai fait partie de ceux qui l'ont assez,
qui lui ont assez rentré dedans sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je m'en excuse à l'heure d'aujourd'hui. Et je regarde maintenant plus les passages qui sont mis sur TikTok de ses passages à elle. Je regarde l'entièreté des interviews et c'est pas du tout la même personne. C'est-à-dire que en fait, elle est cohérente du début à la fin. Et c'est pas parce qu'elle va sortir, par exemple, le coup avec les agriculteurs en disant on s'en fout, par exemple, de leur rentabilité. Mais en fait, c'est parce qu'elle explique que c'est un autre sujet. Quand elle l'explique, en gros, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le bien écologique autour. En fait, faut vraiment suivre ce qu'elle dit parce que, en fait, elle est très, très, très intelligente, hein. Et en fait, tout le monde ne peut pas forcément la suivre, surtout. Moi, je pouvais pas la suivre à l'époque. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je commence, tu vois? Et Sandrine Rousseau, elle est très, très pertinente. Et je pense qu'en termes de communication, ce qu'elle fait est très bon. C'est-à-dire des fois de piquer dans le vif pour faire de la réaction et qu'on en parle. Et elle est très forte. Marketing, et elle est très intelligente. Je suis un peu d'accord avec toi sur Sandrine Rousseau. On vend une image d'une Sandrine Rousseau un peu catastrophique et tout. Quand tu l'écoutes un petit peu plus, effectivement, ça donne autre chose. RP, Anas Kassib, Révolution permanente. Je connais pas. Tu connais pas? Non. D'accord. Donc du coup, LFI, double question. Quel cadre pour toi est le plus pertinent LFI, hors Mélenchon, hein, bien entendu? Et pour le Rassemblement national, le meilleur bashing, c'est qui? Je dirais Mathilde Panot. Ah ouais? Parce Mathilde que, Panot? ouais, elle est très D'accord. pertinente, mais en fait, elle a une façon de faire qui est très, ses caractères, et cetera. Et puis c'est facile de l'attaquer sur son physique. Donc, vu que les gens sont focalisés non pas sur ce qui est dit, mais sur le physique et ce que dit la personne, bah, tout de suite, elle va parler un peu fort. Bah, physiquement, ils vont l'attaquer sur son physique. Donc, bah, c'est eux qui misent tout sur le physique de Jordan Bardella. C'est du pain béni, j'ai envie de te dire. Hors Mélenchon, tu verrais qui à la place de Mélenchon en tant que deuxième candidature pour des élections? Alors, choisis ton Alors, élection, hein, présidentielle, ou autre, hein. présidentielle, on va y aller sur présidentielle. Présidentielle. Alors, allons sur la Si, présidentielle. si David Guiraud se présente, et je pense qu'LFI peut être élu premier tour. Parce que quand on est au Rassemblement national, comme moi je l'ai été, la seule personne pour qui on a du respect, c'est David Guiraud. On a vraiment, quand il y a David Guiraud, on est au RN, on est assis, on écoute. Vraiment. Il est calme, il est punchliner, ça plaît. Il est punchliner, il est sourcé, il est droit, il présente bien, physiquement, il présente super bien, il parle bien, c'est un Jordan Bardella, mais intelligent, sourcé, cultivé, il cartonne. Tu veux dire qu'il a l'image vendeur, superficielle de Bardella, mais avec ce que n'a pas Bardella, c'est-à-dire, tout ce que tu viens de rappeler, quoi. Punchline, Exactement. intelligence, culture et tout ça. Bah, et les filles, hein, si, si vous écoutez, voilà un témoignage d'un électeur du Rassemblement national qui vous explique que, bah, Guiraud, ce serait peut-être une option. Mais alors, est-ce que tu penses que parce que je l'ai écouté un petit peu, David Guiraud, moi de mon côté, et il estimait, lui, qu'il n'était pas encore prêt pour ce genre de proposition, parce qu'il disait, ouais, voilà, je suis encore jeune, il manque plein de connaissances, etc. Quand président, c'est un autre monde, il faut connaître la politique, la nationale, la géopolitique. Tu es en face d'un Poutine, tu es en face d'un Trump, tu es en face de... Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il expliquait que bon, bah, il n'a peut-être pas encore le charisme et qu'il lui fallait encore des expériences et tout. Voilà pourquoi David Guiraud, pour moi, c'est le meilleur aussi, parce que tu l'as très bien dit, il ne veut pas. Et quelqu'un qui ne veut pas du pouvoir sera moins attiré par lui et fera beaucoup moins d'erreurs. Tu vois, parce que justement, moi, je dis voter pour quelqu'un qui ne veut pas être élu, hein. Des fois, il sera, parce qu'il s'en fout, il n'est pas là pour son truc perso. Lui, il considère qu'il n'a pas le niveau, c'est que certainement il l'a. Jordan Bardella, il va être absolument président. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau. À l'heure où on se parle, j'ai regardé Bardella, moi, face aux Français. Je sais pas si tu as vu l'émission sur BFM. Et du J'ai coup, vu il des a eu un passages. lapsus. Tu l'as vu? Non? J'ai vu des passages. C'était D'accord. Et c'était ce que j'allais il y a un regarder. moment, il y a un moment, il se crame et il parle pas d'élection présidentielle. Il parle, moi, en tant que Premier ministre. Donc, je pense, ouais, je te jure. Donc, je pense que la stratégie du RN, alors, je suis pas pro RN, moi, donc je connais pas vraiment la stratégie, mais de ce que j'ai à peu près entendu, je pense qu'ils veulent mettre, comment elle s'appelle, Marine Le Pen président et que lui soit Premier ministre. Je le pense réellement. Parce qu'il a fait un lapsus dans l'émission dont je te parle. Et il a parlé de Premier ministre. Lui, il a dit, moi, en tant que Premier ministre, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Tu vois?
et c'est pas Mm. considéré en tant que président. Je peux donner ma théorie pour les élections. Je t'en prie, vas-y. En fait, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas s'il va se présenter parce qu'il attend de voir si Marine Le Pen est inéligible ou pas. Si elle est inéligible, il se présentera pas. Il va laisser Emmanuel Bompard contre Bardella. En revanche, si elle se présente, lui, il va se présenter. C'est sûr. Et, et, Et et Marine tu Le penses qu'à Pen va faire perdre le RN une troisième fois. Parce que Jordan Bardella a une chance de gagner parce qu'il va miser tout sur le physique, le beau sourire, etc. Ça va être une machine de marketing, tu vois. Marine Le Pen, elle ne passera pas. Elle est mauvaise en débat. Elle n'est pas punchliner. Elle aura pas ce petit truc qui va séduire plus que Bardella. Lui, c'est un punchliner, tu vois. La jeunesse se voit à travers lui. Marine Le Pen, bon, on va arriver vers la fin de cette émission. On va maintenant parler un petit peu de toi et de ce que tu fais réellement, c'est-à-dire ton travail concret en tant que, alors je sais pas comment on dit, Instagrammeur ou on va dire créateur de créateur de contenu plutôt. contenu, c'est général. Créateur de Je contenu. pense que ce sera mieux, ouais. Tu nous expliques où tu es, ce que tu fais et si tu peux t'adresser directement aux gens peut-être pour leur dire, de te suivre et de venir voir et peut-être de prendre la parole en tant que citoyen, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Je t'en prie, vas-y. Alors, du coup, sur TikTok, c'est Marty Ducanda, du coup, comme c'est écrit là. Et en fait, on fait je fais surtout on va dire des vidéos anti-Rassemblement national, vraiment, et de mettre en avant, pour moi, ce qui manque un peu à la gauche, vraiment du marketing patriotisme, etc., en mettant en avant les valeurs de la gauche. Je fais de la réaction donc à l'actu, mais aussi je fais beaucoup sur l'humanitaire. Donc là, par exemple, je travaille avec des organisations mondiales comme Muslim Around the World, où là, on a pour projet, donc j'ai un contrat chez eux, où on a pour projet d'envoyer 1 million de repas à Gaza avant le Ramadan 2026. Je suis sur Insta, donc le fil de Marty, où pareil, je reprends simplement mes vidéos de TikTok et je les mets sur Insta. Et pareil sur Facebook, c'est Marty Ducanda, tout collé, et puis c'est pareil. Je fais le même fonctionnement un peu partout. Alors, on mettra les liens en description de cette vidéo, on affichera tout et tout ça. Moi, Marty, je vais te remercier, hein, je vais te remercier personnellement d'avoir d'une part accepté, hein, d'être venu à React One, de nous livrer ton témoignage que je trouve vraiment important. C'est très important d'avoir je pense à l'heure d'aujourd'hui d'avoir des témoignages comme ça, des lecteurs qui passent soit d'un camp à un autre, avec comme j'expliquais tout à l'heure, avec leur histoire, avec leur sensibilité, avec leur vision surtout, c'est important. Toi, du coup, tu as aussi ton expérience en tant que parti. Et d'ailleurs, j'avais une dernière question sur ça. Euh, Quand tu entends les gens dire: «Ouais, il suffit que, il y a qu'à faire ça» et cetera. Toi qui l'as vécu de l'intérieur en tant que parti, est-ce que c'est aussi facile ou pas? C'est une catastrophe parce que déjà, rien que pour faire de la politique, il y a deux manières de le faire. Il y a créer un parti politique sous loi 1901, donc c'est une association, ça prend un certain temps. Si vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, qui veut le mettre dedans et pour se transformer, parce que là, on est une association politique et après, il faut la transformer en parti politique. Pour la transformer en parti politique, c'est la loi de 1988 à la Cour des comptes. Donc, il faut voir avec la Cour des comptes, ils expliquent, etc. Il faut faire appel à un comptable. Enfin, c'est quelque chose de horrible d'un point de vue administratif. Tu as des comptes à rendre tout le temps. C'est une horreur. Mais une association loi 1901 politique suffit à faire des élections, très largement. Mais si vous voulez vraiment vous professionnaliser sur du long terme, va falloir tendre vers ça. À côté de ça, faut créer un programme. Faut se former sur le droit constitutionnel, ce que vous avez le droit de dire, pas dire, de la communication, former une équipe, faire du recrutement. Donc se lancer, faites-le vraiment en ayant l'esprit que créer un parti politique, déjà, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai eu la chance d'être le plus jeune créateur de parti politique de France quand je l'ai créé. Et ça a été, je comprends pourquoi personne à 25 ans ne voulait le faire avant, hein. On a d'autres choses à penser que de créer un parti. Ensuite, il y a le terme des élections, parce que chaque élection a ses règles propres. Donc, il faut connaître les règles de chaque élection et faut pouvoir séduire un maximum de personnes. C'est long, c'est compliqué, c'est dur, vous allez vous faire insulter. Il y a des gens qui vont vous dire: «Oui, mais moi j'aurais fait autrement», mais qui n'ont jamais rien fait. Vous allez avoir des gens, qui vont vous dire: «Oui, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ça, tu connais rien à la vie». Enfin, vous allez avoir des personnes qui vont être là en permanence pour vous dire ce que vous faites, vous le faites mal, mais faites-le quand même, forcez. N'écoutez pas les autres, lancez-vous, c'est très dur, mais tout le monde peut y arriver. J'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi, c'est à la portée de tous. Voilà. Et on te félicite pour ça. Avant de clôturer cette émission,
qu'est-ce que tu aimerais dire, je sais pas, aux gens, aux électeurs, à ce qui va arriver? Parce que enfin, ces prochaines élections, j'entends bien les sénatoriales, les municipales, les présidentielles, bref, vont être très, très, très importantes parce que là, le pays va prendre un réel tournant. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux électeurs? Alors, soit aux électeurs de LFI, soit aux électeurs du Rassemblement national pour ces 2 partis, ou alors aux autres électeurs, hein, aux abstentionnistes et cetera. Quel mot de la fin tu aimerais leur dire? Alors, tout simplement, si vous êtes dans un village ou une ville, ne votez déjà pas pour un parti, politique qui est enfin, pas pour un parti politique. Vous votez pour, des élections locales. Le local, c'est du sur mesure. Ne votez pas pour une étiquette politique. Moi-même, je suis candidat dans ma ville et j'ai pas d'étiquette politique parce que là, c'est du sur mesure dans les villes. Bah, quand je dis ville, c'est petite ville, hein, parce que dans les grandes villes, c'est différent. Par exemple, si vous êtes, à Rouen, si vous êtes, à Caen, à Paris ou autre, c'est plus la même chose. On parle plus, mais dans des petits villages et cetera, ne votez pas pour des étiquettes politiques. Leur laissez pas, le pouvoir, à des petites échelles de pouvoir vous dicter comment doit fonctionner votre ville. Vous le savez mieux qu'eux. Ensuite, le mieux pour, même électeurs RN, UPR, Philippot et cetera, tous ceux qu'on a vus depuis le début, moi je vous dis juste une chose, regardez les votes à l'Assemblée nationale pendant 1 an. Là, il vous reste 1 an, il faut les regarder et vous votez pour le parti qui aurait voté exactement ce que vous auriez voté. Et je peux vous assurer que je suis prêt à prendre le pari que 80 d'entre vous, vous changerez votre vote. Pour aller vers LFI, du coup, comme toi tu as fait? Peut-être, ça dépend des Ou envies de chacun. oui, Si ouais, c'est Bernard Arnault qui voit cette vidéo, il a aucun intérêt à voter LFI. oui. Je parlais On du t'embrasse prolétaire, du Bernard. coup. Salut nanar! Non, je parlais du prolétaire, Ah quoi, de oui, l'ouvrier, du ils vont forcément salarié, de voter à tout ça, gauche. quoi. Ils Ouais, vont c'est ça. forcément voter à gauche. Yes. Marty, merci beaucoup pour cette émission. Bon, alors, j'ai cru comprendre du coup que tu vas être en campagne aussi, hein, pour ta ville. Donc, du coup, on va suivre et on va te réinviter, bien entendu, si tu acceptes l'invitation, pour suivre ton parcours. Moi, ça m'intéresse et ça nous intéresse aussi. Et je ne sais pas de quoi demain sera fait l'expérience React One, ni moi, etc. Que j'ai à peu près les mêmes ambitions que toi, mais j'attends un petit peu de mon côté. Mais voilà, on sera amené à te recevoir sur la chaîne et si tu acceptes encore l'invitation, ce sera avec plaisir qu'on suivra ton ascension. Je vais du coup te remercier personnellement d'avoir été présent et d'avoir pris du temps pour nous. Pour les gens qui nous écoutent, donc, je vais mettre les liens en description de cette vidéo sur les lives de Marty sur TikTok. Nous, React One, on y est. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'y suis. Alors, pas tout le temps parce qu'on a du boulot à React One, mais hein, tu confirmes que j'y suis de temps en temps. C'est des très bonnes émissions. Ça parle bien. Il y a des mecs de droite, il y a des mecs de gauche. Il y a un niveau très élevé, on va pas se mentir. Moi qui viens, il y a un niveau très élevé et ça parle de sujets divers, hein. On parle d'économie, on parle de la gauche, on parle de partis politiques. Ça part dans tous les sens. Mais c'est vraiment, 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 voilà, si vous aimez la discussion, si vous aimez les diffusions, longues, parce que toi, tu fais des lives longs, hein. Nous, on est sur du 2 9 heures heures. quand on fait des libres antennes. Toi, tu tabasses, hein. Je me rappelle d'hier, c'était 4-5 heures, hein. Ouais, ouais, je Donc fais, respect pour 4-5 ça. heures ou des fois jusqu'à 10 heures, ça dépend, hein. D'ailleurs, je me Vas-y, permets, si, on ne sait jamais si la vidéo sort avant le 20 décembre. Le 20 décembre, sur mon live, je fais un live 24 heures par rapport justement à Muslim Around the World pour envoyer donc des repas à Gaza, donc avec le lien de la cagnotte, etc. Il nous reste moins de 100 repas à récolter, donc on va les chercher en 24 heures de live. Donc voilà. eh ben, on sera présent, nous. Tu m'invites, nous, on va venir et on va essayer d'amener une communauté, enfin la communauté de React One. Pareil, le lien, on le mettra en description de la vidéo, via l'association, on va donner de la force. Donc, Ouais, je merci. te remercie Marty, je te souhaite une très, très bonne soirée. Les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire, ce que vous avez, voilà, si vous avez apprécié cette émission et dites à Marty des choses si vous avez envie de lui dire et il va bien entendu vous lire. N'hésitez pas à liker, à partager et à faire tout le travail de d'habitude, sur React One, votre média citoyen et puis bien entendu Marty, les personnes que tu nous as citées comme FitFit, c'est FitFit, hein, si je dis pas de bêtises, Mmh. on va essayer de les avoir sur la chaîne pour donner de la force. Un grand merci à toi, un grand merci pour ce que tu fais, un grand merci pour ton travail de street politique, d'éducation populaire. Puis j'ai envie de te dire, bienvenue dans la NG, quoi. Bah, merci bien. C'était un plaisir en tout cas, vraiment un plaisir. Salut mon ami, à bientôt. Ciao, ciao, salut. Salut.